Dès le début, il éveille le système du méchant ultime. Non seulement il kidnappe et humilie la sainte de l'église, mais il capture aussi un groupe de filles bestiales comme esclaves, et aucune d'elles n'est en colère. Au contraire, elles se battent pour réchauffer son lit et porter ses enfants. Même les veuves de la ville veulent passer une nuit avec lui. Pourtant, au tout début, l'homme rejette catégoriquement le système. Son nom est Cédric, un employé de bureau tout à fait ordinaire, tout ça à cause d'un simple choc électrique. Il est transporté dans le monde d'un jeu en tant que boss méchant. Ayant déjà terminé le jeu, il sait exactement comment ce méchant trouve sa fin. Dans le scénario original, il se force sur la sainte, pour ensuite être capturé par le protagoniste du jeu et les joueurs, qui lui confisquent rapidement ses bijoux de famille. Alors, quand il entend qu'il a débloqué un soi-disant système de méchant, il résiste farouchement. Il est déjà un méchant. Cela ne le ferait-il pas tuer encore plus vite? Cependant, le système l'avertit que s'il refuse de se lier, il sera soit physiquement castré par les joueurs, soit transformé de force en petite fille, soit obligé de recommencer avec un nouveau personnage. Bien sûr, accomplir des quêtes données par le système, comme tourmenter la sainte. Massacrer des joueurs ou collectionner des esclaves féminines pourrait changer son destin funeste. N'ayant pas le choix, Cédric accepte à contre-cœur de se lier au système. Mais à sa grande surprise, le système lui assigne immédiatement 3 quêtes totalement humiliantes. Voler la sucette d'un enfant, piétiner le potager d'un habitant et tabasser un résident local. Cédric est sans voix. Ce sont des choses que seuls des voyous feraient. Mais le système lui dit que chaque quête terminée accorde un tirage au sort, et finir les 3 donne une chance d'obtenir une récompense critique massive. Pour les récompenses, Cédric réprime sa colère et se rend dans les rues avec son vieux serviteur Alfred. Peu de temps après, il aperçoit un enfant potelé tenant une sucette. Bon, ce sera toi. Cédric essaie toutes les ruses possibles pour amadouer l'enfant et lui prendre sa sucette, mais le gamin refuse catégoriquement et se met immédiatement à pleurer à chaudes larmes. Cédric n'a aucune tolérance pour les sales gosses qui pleurent. Alors, il embobine le gamin en lui promettant 2 sucettes en échange d'une seule. Au moment où il finit de parler, le système l'avertit de ne pas le prendre pour un idiot. Clairement, on ne peut pas tromper le système. Alors Cédric se ressaisit. Il arrache la sucette du gamin et commence à la lécher bruyamment, slurp après slurp. Ce geste laisse tout le monde présent complètement abasourdi. Le seigneur vole vraiment la sucette d'un enfant? Quelle honte! Oubliez la foule, même Cédric lui-même ne supporte pas cette quête ridicule. C'est en quelque sorte encore plus embarrassant que de tourmenter les filles bestiales. Néanmoins, la première quête est enfin terminée. Ensuite, Cédric se rend dans une ferme en périphérie, sans un mot, commence à piétiner les champs. Avant de partir, il jette nonchalamment quelques pièces d'or, le visage plein de dédain. L'intendant Alfred a l'air confus. Le seigneur a-t-il perdu la tête? Pourquoi harcèle-t-il soudainement son propre peuple? Ce que Alfred ne sait pas, c'est que Cédric vient de découvrir une faille dans le système. Les pièces d'or qu'il a jetées valent bien plus que toute la terre agricole. Les fermiers seraient plutôt reconnaissants. Pourquoi le détesterait-il? Cependant, la 3e quête donne toujours mal à la tête à Cédric. Il ne peut pas sérieusement tabasser une personne innocente. N'est-ce pas? Alors qu'il réfléchit à la manière de terminer la quête, des cris de quelqu'un vendant des esclaves demi-humains résonnent soudain dans la rue. En regardant le groupe de demi-humaines aux formes généreuses à côté du marchand, Cédric sourit. Une idée audacieuse se forme soudain dans son esprit. Il ordonne immédiatement à ses hommes d'arrêter le marchand d'esclaves et de lui donner une bonne raclée. L'intendant Alfred annonce aux citoyens que le seigneur Cédric vient de publier un nouveau décret, les humains et les demi-humains doivent coexister pacifiquement. À l'instant où ces mots sont prononcés, l'attitude de tout le monde change instantanément en faveur de Cédric. Intérieurement, Cédric est absolument ravi. Il ne s'attendait pas à ce que Alfred soit aussi vif d'esprit, l'aidant à gagner à la fois en réputation et en profit d'un seul coup. Et en prime, il se retrouve avec tout un groupe de filles bestiales. On dirait que la nuit s'annonce blanche. Mais avant cela, il y a quelque chose de bien plus important à régler. C'est la récompense critique promise par le système. Après avoir terminé les 3 quêtes, Cédric débloque enfin son premier tirage au sort du système. Digne. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu une armure de qualité, l'armure de plate brise-dragon. Digne. Pour avoir terminé les 3 quêtes, vous avez déclenché une triple récompense critique. Récompense améliorée en armure de rang héros, la plate du paladin triomphant. L'équipement de rang héros est incroyablement rare dans le jeu. Cédric est impatient de l'enfiler et veut immédiatement la tester. Arrivé au terrain d'entraînement, Cédric trouve Alfred et lui propose un combat d'entraînement. En tant que chevalier de la terre, la force des Alfred n'est pas à prendre à la légère. Mais après quelques rounds, il découvre avec surprise que son jeune maître, qui ne pouvait pas le battre avant, peut maintenant se battre à armes égales avec lui. Les deux s'entraînent du matin jusqu'à la tombée de la nuit. À la fin de l'entraînement, Alfred le flatte immédiatement, « Maître Cédric, avec votre armure combinée à l'aura de combat, votre défense est absolument de premier ordre. Je suis sincèrement jaloux. » Cette flatterie est une douce musique aux oreilles de Cédric. À cet instant, il peut presque voir tout un groupe de filles bestiales le complimenter. Mais avant que le doux rêve ne puisse commencer, Cédric se réveille en sursaut dans son lit. Et à ce moment-là, le système envoie une notification, « Attention, les joueurs sont sur le point d'arriver à Downtown. » En voyant cela,
Cédric se souvient que le jeu dans lequel il a été transporté s'appelait le continent de Cain. Dans le scénario original, le dragon de flamme a envahi et tué la déesse des terres sauvages. Cela a provoqué l'asservissement de la race demi-humaine qu'elle protégeait. Cependant, lorsque la déesse des terres sauvages a été tuée, elle a utilisé ses dernières forces pour envoyer son fragment divin sur ce continent, et il a été livré par un homme en noir au protagoniste, Eden. Grâce à ce fragment, Eden a invoqué des joueurs dans ce monde. En y pensant, Cédric réalise soudain qu'il a également été invoqué ici, mais il n'a aucune idée du dieu qu'il a invoqué. Tout ce qu'il peut faire, c'est survivre. Demain, les joueurs arriveront, et selon l'intrigue, ils s'uniront pour l'attaquer, il doit donc se préparer à l'avance. Avec cette pensée, Cédric se précipite immédiatement vers Downtown. Mais dès son arrivée, il entend des cris et des jurons venant d'une ruelle. En se retournant, il voit un groupe d'enfants humains tourmenter une jeune fille bestiale. Pourtant, Eden, le soi-disant protagoniste vertueux du jeu, assiste à la scène et choisit de détourner le regard. À proximité, le personnage principal féminin, Seraphina, s'avance avec l'intention d'aider, mais Eden l'arrête immédiatement. Il dit que cela exposera leur position et lui demande si elle veut sauver seulement cette fille ou tous les demi-humains de la ville. En entendant cela, Seraphina hésite. Et à ce moment-là, le rugissement furieux de Cédric interrompt la cruauté des gamins. Il attrape l'un des enfants sur le champ et commence à lui donner une bonne fessée. Tu n'as même pas encore de poils qui poussent et tu harcèles déjà les autres? Tu n'as rien de mieux à faire? Vous tous, allez vous enrôler dans l'armée. Dans la foule, l'expression de Seraphina devient compliquée. Elle veut s'avancer et remercier Cédric. Mais à la fin, elle est entraînée par Eden. Il passe près de Cédric, qui emporte la jeune fille bestiale blessée pour soigner ses plaies. Digne, joueur important détecté à proximité. Mise à niveau temporaire du système réussi. Cédric est instantanément ravi. En ouvrant le panneau du système, il découvre qu'il a débloqué une nouvelle fonctionnalité de visualisation. Il peut désormais voir directement les informations de n'importe qui d'un seul coup d'œil. En même temps, la fonctionnalité d'acquisition de la chaîne du destin est débloquée. Chaque fois qu'il évite un scénario de mort garanti, il gagne une chaîne du destin. Lorsque les chaînes atteignent le nombre de 6, il peut sceller l'enfant du destin, Eden, et le tuer. En voyant cela, les yeux de Cédric s'illuminent d'excitation. Mais avant qu'il ne puisse célébrer, le système envoie une autre notification indiquant que l'enfant du destin, Eden, ne peut pas être attaqué activement par l'hôte. Le faire exposera votre identité et déclenchera un effondrement de la ligne temporelle. Cependant, il n'y a aucune restriction sur les autres joueurs. L'hôte peut les massacrer librement. Après avoir lu cela, Cédric se met à réfléchir. Selon l'intrigue originale, Seraphina et Eden invoqueront bientôt un groupe de joueurs. Avec l'aide des joueurs, ils sauveront les demi-humains en ville et prendront le contrôle de Downtown, l'utilisant comme point d'appui à la frontière. Sérieusement? Tenter un coup pareil juste sous le nez du méchant? Cédric ne peut pas toucher le protagoniste, mais il peut tuer les joueurs. Ensuite, il se dirige directement vers la résidence du maire. Le garde Godric, en voyant l'écusson du lion d'or de Cédric, s'agenouille immédiatement avec respect. Cédric se souvient que dans le jeu, Godric était talentueux. Bien qu'il n'ait que 2 compétences, il a réussi à créer des techniques de combo avec elle. Selon l'intrigue originale, il a été tué par des joueurs à Downtown. En regardant ses statistiques, Cédric a maintenant une idée. Il ordonne à Godric de faire venir le maire, mais Godric hésite, balbutiant que le maire est occupé. Sachant exactement comment chaque PNJ se comporte réellement, Cédric perd immédiatement patience. Quelles affaires ce gros maire pourrait-il bien avoir? Je vais aller voir par moi-même. Effectivement, au moment où il défonce la porte, Cédric trouve le maire entouré de belles femmes. Entendant quelqu'un défoncer la porte, il pointe instinctivement l'entrée et jure bruyamment. Mais quand il reconnaît Cédric, son expression change instantanément. Flatteur, il dit, « Jeune maître, je vous attends depuis si longtemps. » En regardant ses statistiques, Cédric est sans voix. Cette ordure est qualifiée pour être le chef de Downtown? Pas étonnant que les joueurs aient pu conquérir cet endroit. Il pointe le nez du maire et l'insulte, « Espèce de porc stupide. Des demi-humains ont infiltré votre propre maison et vous ne le savez même pas. Tu ne devrais plus être maire. » Sur ce, il sort et annonce qu'il le rétrograde au rang de capitaine de la garde. Pendant ce temps, l'ancien capitaine Godric est amené aux côtés de Cédric comme garde personnel. Cela rend le maire furieux. Maudit gamin. Est-ce parce que je ne t'aille pas envoyé de cadeaux? Tu aimes les demi-humains? Très bien. Je t'en enverrai une centaine. Il ordonne immédiatement à ses subordonnés de trouver plusieurs belles filles bestiales et de les livrer à Cédric. Tant que Cédric est satisfait, il pense pouvoir récupérer son poste. Pendant ce temps, après avoir ramené la jeune fille dans sa chambre, Cédric ne peut s'empêcher de vouloir lui tapoter la tête plusieurs fois, mais il est surpris par la fille lorsqu'elle se réveille. La petite fille est surprise. Elle descend immédiatement du lit et s'agenouille devant Cédric. « Je suis désolé, monseigneur. Je ne voulais pas salir vos draps. S'il vous plaît, ne tuez pas Laurie. » Cédric soupire, impuissant. Est-il vraiment si terrifiant? Il dit à Laurie de ne pas être nerveuse, car c'est lui qui l'a sauvée. Il lui prépare ensuite une table entière de mets délicieux. Après n'avoir pas mangé pendant 2 jours et demi, Laurie commence à tout dévorer. À ce moment-là, le système envoie un avertissement.
Détecté, le comportement de l'hôte n'est pas conforme aux normes d'un méchant. Veuillez cesser immédiatement ou vous subirez une punition. En voyant cela, Cédric n'est pas du tout inquiet. Mon pote le système, bien que j'ai sauvé cette fille demi-humaine, je l'entraîne pour qu'elle soit mon pion afin qu'elle puisse trahir les joueurs et le protagoniste au moment critique. Même un chien secourait la tête devant cette explication. Mais étonnamment, le système la juge tout à fait raisonnable. Non seulement cela, mais il donne à Cédric 3 nouvelles quêtes, laisser un traumatisme psychologique à 10 joueurs ou plus, forcer Laurie à réchauffer son lit, et humilier le protagoniste, Eden. En voyant cela, Cédric perd complètement son sang-froid. Laurie est si jeune et tu veux qu'elle réchauffe le lit. Maudit système, es-tu seulement humain? Voyant Cédric en colère, Laurie pense que ses manières de manger sont trop laides. Elle retire rapidement le pilon de poulet à moitié mangé. Noble seigneur, je n'ai pas faim. Mangez-le. Cédric est sans voix. Une si gentille petite fille, et le système veut qu'elle réchauffe son lit. Pourtant, en tant que méchant, il doit agir comme tel. Laurie, n'as-tu pas dit que tu voulais me remercier? Il se trouve que j'ai besoin d'une servante personnelle. À partir d'aujourd'hui, tu resteras avec moi. Pour s'attirer les faveurs de Cédric. Le maire lui achète spécifiquement plusieurs belles filles bestiales. Malheureusement, il tombe sur Eden et son groupe qui viennent sauver les demi-humains. Entendant les bruits de combat à l'extérieur, Cédric sort. Sa présence écrasante stupéfie immédiatement tous les joueurs. En tant que seigneur méchant du jeu, Cédric est une puissance de niveau 44, et Downtown n'est qu'un village de départ. Les joueurs placent leurs espoirs dans le protagoniste, Eden, mais Eden n'est que de niveau 11 pour le moment. Pour sauver la face, Eden ne peut que s'avancer et crier sur Cédric. Cédric ne prend pas la peine de lui répondre. Il invoque directement son avatar d'âme martiale pour abattre vicieusement Eden. Le lion d'or donne soudain un coup avec sa griffe massive. Les joueurs venus aider Eden sont complètement abasourdis. Si Eden n'avait pas l'armure scénaristique du protagoniste, ce coup l'aurait renvoyé directement à la réapparition. En regardant l'énorme cratère dans le sol, Cédric est plutôt satisfait. Mais à ce moment-là, Eden se met à rire. Alors c'est toi le seigneur aigle qui a servi les demi-humains pour son plaisir. Prépare-toi à faire face à la justice. Cédric est abasourdi. Quand ai-je asservi des demi-humains? Mais avant qu'il ne puisse réagir, une aura puissante jaillit du corps d'Eden. Même son niveau bondit temporairement à 45. On dirait que le système lui a de force donné un surplus de puissance. Mais Cédric n'est pas non plus sans défense. Juste au moment où il s'apprête à engager le combat, le système envoie soudainement un avertissement, lui disant de ne faire aucun mouvement dangereux et de cesser immédiatement toute attaque contre l'enfant du destin. Avec hésitation, Cédric est projeté en arrière de plusieurs mètres par Eden, ce qui donne à Eden un air incroyablement cool. Les joueurs éclatent en acclamations. Le protagoniste est dingue. En regardant la foule excitée, Cédric se contente de sourire. Sans ce maudit système, je t'aurais déjà achevé. Tu penses vraiment que je suis sans défense? À ce moment, Eden charge à nouveau, mais Cédric n'est pas inquiet. Il pince simplement les lèvres et appelle Alfred. Ne vous laissez pas tromper par la carrure mince d'Alfred. C'est un chevalier de la Terre de niveau 49. Après avoir été intercepté, Eden est complètement abasourdi. C'est ça, ton code de chevalier? Tu as dit que ce serait un 1 contre 1, mais tu as appelé des renforts? Quelle honte. Cédric regarde Eden d'un air moqueur. Je suis d'abord un seigneur, ensuite un chevalier. Qui es-tu pour que j'ai besoin de m'occuper de toi personnellement? Sur ce, Cédric ordonne à Alfred de le tabasser à nouveau. Maintenant, Eden n'est plus aussi confiant. En seulement quelques mouvements, il est au sol, crachant du sang. Cédric lui marche sur la poitrine, attrape son col et lui donne une série de gifles. En peu de temps, le visage d'Eden est enflé comme une tête de cochon. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je vais épargner ta misérable vie. Sur ce, Cédric part avec Alfred, laissant un groupe de joueurs déconcertés, sous le choc. Bientôt, Cédric ramène Laurie au manoir du seigneur. Mais avant qu'il ne puisse faire visiter le grand château à Laurie, une servante surgit soudainement d'un coin et prend Cédric dans ses bras. Mon petit maître Cédric, ça fait si longtemps que je ne t'aille pas vu et tu as tellement grandi. C'est Madame Chris, qui était la nourrice d'enfance de Cédric. Apprenant qu'il était devenu seigneur, elle est venue spécialement pour prendre soin de lui. Se dégageant de son étreinte, Cédric se sent étourdi. Il n'est plus un bébé au sein. Un tel enthousiasme est inutile. Puis il présente Laurie à Madame Chris, disant qu'à partir de maintenant, elle sera sa servante personnelle, et il espère que Madame Chris pourra la guider. L'expérimentée Madame Chris comprend immédiatement ce que son jeune maître veut dire. Elle s'accroupit, touche la joue de Laurie et dit qu'elle la formera très bien. Pendant ce temps, la nouvelle que Cédric a battu Eden se répand, et certains spéculent même que Eden est le fils illégitime de Cédric. Cela rend Eden furieux. 10 ans à Farmer des monstres et personne ne s'en soucie, mais un jour en tant que fils de quelqu'un et tout le monde est au courant. Seigneur Aigle, moi, Eden, je vais te mettre en pièces. Attends un peu. Après avoir installé Laurie, Cédric demande à ses subordonnés de trouver un prêtre en ville pour l'examiner. Contre toute attente, le prêtre de l'église refuse de venir la soigner. Il insulte même les demi-humains, prétendant qu'ils sont pires que des chiens. En entendant cela, l'expression de Cédric s'assombrit. Un simple prêtre ose défier mes ordres? On dirait qu'on ne me prend pas au sérieux.
Il frappe la table et dit à ses hommes d'aller vite chercher Alfred. Il va encercler l'église. En sortant de la pièce, Cédric tombe sur Laurie qui vient de finir son bain. Son apparence adorable éveille instantanément un désir brûlant dans le bas-ventre de Cédric, vraiment digne de Madame Chris qu'il a élevée depuis l'enfance. Elle connaît parfaitement ses goûts. Après avoir brièvement demandé des nouvelles de Laurie, Cédric sort nonchalamment une bouteille d'eau de vie et lui dit de la boire docilement. Après son départ, Madame Chris se penche à l'oreille de Laurie et lui murmure « Il semblerait que le jeune maître t'aime beaucoup, petite Laurie. » Le visage de Laurie devient tout rouge. « Comment est-ce possible ? Madame Chris, s'il vous plaît, ne plaisantez pas. » « Je ne plaisante pas du tout. L'eau de vie dans ta main provient de la source de vie de la cour des elfes. C'est la seule chose sur le continent de Quin qui a des propriétés curatives et elle est extrêmement précieuse. Mon 13e mari l'a utilisée pour me demander en mariage, et c'est pour ça que j'ai accepté. » Laurie est choquée. « Madame, vous êtes vraiment expérimentée. Il semble que je doive bien servir le jeune maître. » Pendant ce temps, Cédric et ses hommes ont déjà encerclé l'église. L'évêque Malden dit avec arrogance à Cédric de ne pas être insolent. Cédric rit. Un vieux schnock de niveau 38 ose être aussi arrogant, mais à ce moment, une ombre sombre passe en un éclair, abattant directement le blason de la famille de Cédric. En y regardant de plus près, c'est un chevalier templier. C'est une force secrète entre les mains de la Sainte Église, mystérieuse et puissante. Pas étonnant que ce vieil homme soit si audacieux, il a des soutiens. Mais Cédric n'est pas facile à gérer non plus. Défier ouvertement les ordres du Seigneur et l'insulter sont des crimes capitaux. Cédric tire sa longue épée. Il demande à Alfred de retenir le chevalier templier pendant qu'il tuera tout le monde dans l'église. Personne ne sera épargné. Enveloppé d'une aura de combat doré, Cédric charge droit sur le vieux schnock. Le chevalier templier est sur le point de bouger, mais Alfred surgit devant lui. Sans personne sur son chemin, le coup d'épée de Cédric blesse gravement Maldon. Mais même aux portes de la mort, Maldon reste obstiné. Il continue d'insister sur le fait que son seigneur ne laissera pas Cédric s'en tirer. Cédric est sans voix. Ton seigneur par-ci, ton seigneur par-là. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton seigneur de venir te sauver maintenant ? À peine a-t-il fini de parler que Maldon saisit soudainement l'épée de Cédric et la plonge dans sa propre poitrine. Alors qu'il murmure des incantations, Cédric sent une énergie sanglante émaner de son corps. Le cœur de Cédric se serre. Mince. A-t-il vraiment invoqué quelque chose ? La seconde suivante, le vieil homme se transforme en un nuage de brume de sang qui s'élève dans le ciel. L'énergie rouge oppressante enveloppe Cédric, le laissant incapable de bouger. Accompagné par un rugissement de dragon, Cédric sent que quelque chose ne va pas. Oh non. C'est en fait la volonté de Balda, le dieu dragon de la flamme, de la guerre et du feu. La puissante pression laisse Cédric complètement immobilisé. Il veut que Alfred l'aide, mais Alfred perd son combat contre le chevalier templier et ne peut se libérer alors que Cédric tombe dans le désespoir. Une présence rafraîchissante descend soudainement sur lui, neutralisant non seulement la brûlure du dragon de flamme, mais guérissant aussi ses blessures. Cédric se sent immédiatement soulagé. J'ai donc aussi un dieu qui veille sur moi. Pendant ce temps, Alfred a été vaincu. Grâce au panneau du système, Cédric découvre que ce chevalier templier a été modifié et ne ressent aucune douleur. Et encore plus tordu, il peut utiliser une compétence de berserker pour se transformer en loup-garou. En voyant cela, Alfred panique, mais Cédric remarque que le mode berserker n'est qu'une compétence temporaire. Une fois le temps écoulé, ils pourront gagner. Cédric et Alfred foncent tous les deux sur le loup-garou. Au moment où ils engagent le combat, Cédric active un bouclier doré face à leur attaque en tenaille. Le loup-garou sait que plus cela dure, plus il consumera sa force vitale. Avec un rugissement furieux, utilisant ses mains et ses pieds, il déchiquette le bouclier de Cédric d'une griffe tandis que sa patte arrière envoie Alfred voler. Se tournant vers Cédric, le loup-garou lui saisit le cou et le soulève. J'allais te livrer à sa sainteté le pape, mais j'ai changé Davis. Je vais te dévorer. Le visage de Cédric est sans expression. Son poing se charge secrètement de puissance, puis il assène un coup dévastateur au visage du loup-garou. Mange ça. Le loup-garou est abasourdi. Avant qu'il ne puisse réagir, Cédric l'écrase au sol. Tu pensais avoir simplement brisé mon bouclier ? En fait, c'était une barrière qui ralentissait le temps. Tu l'as brisé toi-même, alors ne me blâme pas. Sur ce, Cédric balance son épée et décapite instantanément le loup-garou. Ayant terminé la bataille, Cédric est sur le point de pousser un soupir de soulagement quand il se souvient soudain que Alfred est toujours enseveli sous les décombres. Il demande donc rapidement qu'on le sorte de là et ordonne à des soldats de trouver un prêtre pour le soigner. Mais son subordonné montre un tas de cadavres sans tête, disant qu'il n'y a plus de prêtre en ville. Ils viennent de tous les tuer sur ordre du jeune maître. En entendant cela, le visage de Cédric s'assombrit. Il ne peut qu'à contre-cœur demander à ses hommes d'aller chercher une bouteille d'eau de vie dans son bureau pour Alfred. Puis il ordonne à tout le monde d'entrer dans l'église et de prendre tous les objets de valeur. Il n'épargne même pas le cercueil de l'évêque. Mais alors que tout le monde finit de nettoyer et s'apprête à partir, un soldat accourt soudainement en panique. « Monseigneur, nous avons trouvé une cave là-bas. La situation à l'intérieur est compliquée. Vous devez voir ça par vous-même. » Cédric a l'air perplexe et le suit jusqu'à la cave. Dès qu'il ouvre la porte, il sent une odeur nauséabonde. En y regardant de plus près, il y a d'innombrables cadavres de demi-humains éparpillés dans la cave, leurs vêtements en désordre.
Cette scène rend malade même les soldats qui l'accompagnent. À ce moment-là, Cédric remarque une lettre sur la table. En l'ouvrant, il s'avère que c'est une lettre que Maldon n'a pas eu le temps d'envoyer. D'après son contenu, la naissance des chevaliers templiers semble provenir d'un mystérieux rituel de sang, et le sang des jeunes filles demi-humaines est un composant nécessaire de ce rituel. Cédric sent qu'il doit y avoir une main cachée qui manipule tout en coulisses. Il sait que c'est un engrenage trop complexe pour lui pour le moment, alors il décide de rentrer dormir d'abord. Mais en retournant dans sa chambre, il voit une grosse bosse sous les couvertures du lit. Pensant que c'est un assassin, Cédric arrache les draps. Il trouve Laurie avec les yeux embrumés et un liquide non identifié au coin de la bouche. « Monseigneur, vous êtes de retour. Laurie est là pour vous réchauffer le lit. Madame Chris est vraiment une femme qui a eu 13 maris. En une seule journée, elle a transformé une fille innocente en une séductrice tentatrice. En tant que méchant, Cédric se sent en fait un peu gêné. Il s'assoit nerveusement sur le bord du lit et demande à Laurie de lui masser les épaules. Laurie place docilement ses mains sur les épaules de Cédric, mais à ce moment-là, Cédric remarque qu'il semble y avoir quelque chose dans sa queue. Il l'attrape et la secoue. La seconde suivante, de jolis petits bibelots que les filles aiment s'éparpillent. Ce sont tous les petits trésors que Laurie a collectés. La voyant effrayée qu'on les lui prenne, Cédric la trouve absolument adorable. Puis il attache un grand nœud à sa queue. À partir de maintenant, cache tes trésors ici. Laurie se jette timidement dans les bras de Cédric. Merci, maître. Il est tard. Laissez-moi vous servir pour dormir. En entendant cela, Cédric sent que quelque chose est sur le point d'exploser dans son pantalon. Il change rapidement de sujet, demandant à Laurie quel âge elle a. Laurie dit que bien qu'elle soit petite, elle a 18 ans, et même selon les standards des demi-humains, elle est adulte. En entendant cela, les yeux de Cédric s'embrasent. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit majeure. Juste au moment où il s'apprête à monter à l'assaut, un avertissement du système retentit soudain à ses oreilles. Détection d'une augmentation de la testostérone et du rythme cardiaque de l'hôte. Prédiction que l'hôte est sur le point de s'engager dans un comportement reproductif. Avertissement, la constitution de Laurie est extrêmement faible. Forcer un comportement reproductif causera des dommages irréversibles. Veuillez améliorer la constitution de Laurie avant de poursuivre le comportement reproductif. Merde. J'ai déjà baissé mon pantalon, et tu me dis ça? Cédric se sent très mal. Voyant son maître allongé là, sans vie, Laurie panique et continue de le pousser, disant qu'elle n'a pas fini de réchauffer le lit. Madame Chris a aussi dit que vous devriez me mettre au-dessus. Cédric se couvre le visage, n'osant plus écouter. Arrête de parler. Le simple fait de rester avec moi comme ça suffit pour réchauffer le lit. Et ainsi, Cédric ne dort pas de la nuit. Heureusement, le système juge qu'il a terminé la quête quotidienne. Après le tirage au sort, Cédric reçoit 10 guerriers minotaures. Bien qu'il ne déclenche pas la récompense critique, Cédric est très satisfait de ses guerriers. Juste au moment où il admire ses loyaux guerriers, Laurie frappe soudainement et entre. Mais dès qu'elle ouvre la porte, elle voit l'appendice massif et épais d'un minotaure entre ses jambes. Elle s'évanouit instantanément sous le choc. Le guerrier minotaure ne cesse de s'excuser auprès de Cédric, qui est également impuissant. Il leur dit simplement de porter des vêtements avant de sortir à l'avenir, sinon ils effrayeront les gens. Il demande ensuite au guerrier minotaure de se familiariser d'abord avec le château. Il va s'occuper de Laurie seul. Après un certain temps, la petite Laurie ouvre les yeux et commence à babiller de manière incohérente à propos de monstres dans la maison. Maître, il y a des monstres à 3 jambes dans le château. Laurie ne leur arrive qu'aux genoux. Il faut qu'on s'enfuit. S'ils nous rattrapent, jetez-leur Laurie et échappez-vous, maître. En entendant les paroles de Laurie, Cédric se sent à la fois touché et amusé. Il soulève soudainement Laurie dans ses bras. Je ne sais pas s'il y a des monstres dans le château, mais en ce moment, c'est moi le monstre et je vais te dévorer. Laurie répond d'une voix de moustique et blottit activement sa tête dans les bras de Cédric. Mais juste au moment où tout est sur le point de se concrétiser, Godric fait irruption. Monseigneur, il y a une lettre urgente pour vous. En entendant la voix, Laurie panique et dit, Maître, si vous avez des affaires, je vais me retirer. Cédric foudroie Godric du regard. Les soldats ont travaillé dur dernièrement. Tu iras laver leurs sous-vêtements et chaussettes pendant un mois. Godric est si pressé car le territoire voisin est attaqué par des orques et espère leur aide. Le territoire de Noireg est en dessous du domaine de l'Aigle, servant de barrière contre les orques. Cédric comprend bien que lorsque le nid est détruit, aucun œuf ne reste intact. L'aide est donc certaine, mais l'extorsion est inévitable. Perdu dans ses pensées, le système lui envoie 3 quêtes de méchants. Quête 1, voler n'importe quelle paire de bas de servante du château. Quête 2, extorquer des provisions d'une valeur de plus de 10 000 pièces d'or au territoire voisin. Quête 3, harceler la sainte demi-humaine. Mais voler des bas est si pervers que même Cédric le pervers se sent pervers. Pendant que Laurie prend son bain, Cédric se faufile discrètement dans la salle de bain, mais il vient de saisir les bas quand elle le découvre. Surprise, Laurie crie à l'aide. Entendant l'agitation, Godric accourt avec des hommes. Cédric maudit déjà dans sa tête. Dans ce moment critique, il utilise rapidement une serviette de bain pour cacher la vue de Laurie. Quand Godric arrive, il ne voit que le seigneur tenant Laurie effrayée et la réconfortant doucement. N'aie pas peur. Le pervers a été chassé. Et Godric, en tant que capitaine de la garde, tu as laissé entrer un pervers dans la maison. La punition d'1 mois de lavage de sous-vêtements était trop légère. Maintenant, va les laver pendant 3 mois.
Godric a l'air désemparé et ne peut que dire faiblement qu'il n'a pas d'objection. Après que tout le monde soit parti, Cédric pousse un soupir de soulagement. Heureusement que j'ai été malin, sinon ma réputation aurait été ruinée. Mais Laurie, à l'œil vif, a déjà percé son déguisement. Cependant, elle n'est pas en colère. Au contraire, elle se colle à l'oreille de Cédric et souffle chaudement, en fait, maître, vous n'avez pas besoin de vous faufiler. Tout ce que vous aimez, Laurie peut vous le donner. En voyant le regard de plus en plus pervers de la petite, Cédric panique. Ne dis pas de bêtises, Laurie. Laisse-moi t'expliquer. Pendant ce temps, le seigneur du territoire de Noireg a reçu la lettre d'extorsion de Cédric. 10 000 pièces d'or, 500 armures, plus de la nourriture pour les soldats. Le seigneur de Noireg est sur le point d'exploser. S'il avait vraiment tout ça, aurait-il besoin de demander des renforts? Cependant, son subordonné a un plan astucieux pour esquiver cette facture. Le lendemain, ayant obtenu tout ce qu'il voulait, Cédric se met en route avec ses soldats. Mais leur destination n'est pas le territoire de Noireg, mais la ville voisine de Downtown. Depuis qu'il est parti avec ses troupes la dernière fois, cet endroit est devenu le bastion des joueurs. De nombreux débutants traînent ici pour gagner de l'expérience. Mais pendant qu'ils jouent aux cartes et se vantent, la grande armée de Cédric est arrivée aux portes de la ville. Le protagoniste, Eden et Serafina, l'apprennent et sont choqués. Ils veulent immédiatement se précipiter et combattre Cédric jusqu'à la mort. Mais les joueurs remarquent rapidement que quelque chose cloche. Cédric et ses soldats sont marqués comme neutres. Cela signifie qu'ils n'est pas là pour s'emparer de Downtown. Cédric va droit au but et dit qu'il doit parler avec la Sainte. Il se dirige vers la salle de réunion, mais ce à quoi Serafina ne s'attend pas, c'est que Cédric veuille en fait que les joueurs servent de chair à canon dans cette guerre contre les bêtes. En entendant cela, elle est immédiatement mécontente, mais Cédric ne lui demande pas son avis. Il se penche en avant, plaquant la Sainte contre le mur. Avec une domination totale, il déclare que si elle refuse, il attaquera immédiatement Downtown et chassera tous les hommes bêtes. La Sainte tremble sous sa pression. Je veux juste un petit foyer. Pourquoi quelque chose de si simple est-il si difficile à obtenir? Cédric secoue la tête avec mépris. Tu es adorablement naïve. Ta nation d'hommes bêtes est déjà tombée. Je n'ai aucune obligation de te donner une ville. Cependant, si tu te soumets à moi, non seulement j'épargnerai aux joueurs d'être de la chair à canon, mais je peux même te donner Downtown. Qu'en dis-tu? Digne. Quête terminée. Harceler la Sainte des hommes bêtes. Pendant ce temps, Eden, se sentant complètement trahi, se précipite en avant. Cédric laisse échapper un ricanement froid. Il lui assène un violent revers de la main. Qu'est-ce ce qui fait croire à un moins que rien comme toi qu'il peut se tenir à mon égal? Après la gifle, Cédric sort calmement un bas de soie pour s'essuyer les mains. Je te donne 10 minutes. Refuse et je raserai Downtown. Sur ce, Cédric jette le bas de côté et s'en va. En regardant le bas blanc par terre, les joueurs sont tous secoués. Ce seigneur boss est vraiment tordu. Cédric ne s'attendait pas à ce qu'au moment où ils sortent de la salle de réunion, des joueurs l'approchent déjà, disant qu'ils sont prêts à lui prêter allégeance. Mais la condition est qu'il doit jurer devant les dieux de confier la gestion de Downtown à la Sainte. Cédric est amusé. Il est réputé pour son impudence, et voilà que des joueurs essaient de le lier par des serments. Mais un serment n'est qu'un serment. Il ne perd rien de toute façon. Cependant, quand Serafina apprend que les joueurs sont prêts à servir de chair à canon pour elle, elle s'y oppose immédiatement. Mais les joueurs insistent sur le fait qu'ils le font volontairement. Et comme ils peuvent réapparaître, ils n'ont pas peur de la mort. Mais le protagoniste, Eden, n'est pas content. Bien que les joueurs puissent réapparaître, ils seront considérablement affaiblis ensuite, ce qu'on appelle communément perdre des niveaux. Pourtant, après avoir entendu les paroles d'Eden, les joueurs n'apprécient pas. Au lieu de ça, ils lui font un doigt d'honneur. Merde. Facile à dire pour lui, ce protagoniste idiot. S'il n'y avait pas la Sainte, nous aurions déjà rejoint le méchant. Voyant la situation réglée, Cédric se laisse complètement aller. Il soulève le menton de la Sainte et lui assure de ne pas s'inquiéter. Il reviendra certainement victorieux avec ses troupes. Au même moment, les joueurs reçoivent une quête de Cédric. En voyant cela, Cédric sourit. Je ne m'attendais pas à ce que ce maudit système soit réellement utile. Il ordonne ensuite à toute l'armée de se mettre en marche. Bientôt, Cédric mène ses soldats vers le territoire de Blackwater. Après avoir recueilli des renseignements auprès du seigneur de Blackwater, Cédric emmène immédiatement ses hommes à l'endroit le plus suspect, le village d'Ironstone. Comme il le soupçonnait, la force principale de l'armée des bêtes se cache dans ce village. En effet, bien que les bêtes soient nombreuses, ces avant-gardes gobelins ne sont que de la chair à canon fragile. La véritable menace est constituée de plus de 1000 fantassins bestiaux et d'environ 60 cavaliers loups cachés dans ce village. À ce moment, un homme bête apparaît soudainement de l'autre côté de la rivière, criant du charabia à Cédric. Cédric est complètement confus. Alors que le subordonné du seigneur de Blackwater s'apprête à traduire, Cédric lui fait signe de la main. Pas la peine. Il prend alors un arc à proximité et tire une flèche droit sur l'homme bête. Avant que l'homme bête ne puisse réagir, la flèche lui perce le crâne. Cette action est sans aucun doute une déclaration de guerre. Les forces des bêtes se rassemblent immédiatement et chargent vers les troupes humaines. Le seigneur de Blackwater panique, mais Cédric ordonne calmement aux archers de tirer. Combiné à la magie de soutien du noyau de mage, les flèches explosent parmi les bêtes comme des missiles.
Mais en raison de leur grand nombre, la charge de première ligne ne se compose que de gobelins de bas niveau. Lorsque les puissants soldats bestiaux apparaissent, le camp des joueurs a immédiatement du mal à tenir la ligne. Voyant cela, Cédric réquisitionne directement tous les chevaliers du seigneur de Blackwater. Il active ensuite sa compétence de barrière radieuse, accumulant des bonus sur tous les chevaliers. Sur l'ordre de Cédric, il charge en tête, menant l'assaut. Il se ferait rapidement un chemin jusqu'au chef des bêtes. Voyant son apparence féroce, Cédric s'attend à un adversaire coriace. Mais à sa grande surprise, un seul coup de son épée envoie le chef voler. Je pensais que les hommes bêtes seraient redoutables. Il s'avère qu'il n'y a aucun défi. Mais à ce moment-là, l'homme bête affiche soudain un sourire sinistre. Il sort alors une flûte blanche de sa poitrine. L'expression de Cédric change radicalement. Ce salaud essaie d'invoquer des renforts. Il se précipite pour l'arrêter, mais il est trop tard. Avec un rugissement tonitruant, un mastodonte massif descend au centre du champ de bataille. Le chef des bêtes a invoqué l'énorme mastodonte. Les joueurs se retrouvent immédiatement en situation de désavantage. Heureusement, Cédric a toujours 10 guerriers minotaures sous son commandement. Bien que leur taille soit inférieure à un dixième de celle du mastodonte, les minotaures possèdent une force extraordinaire. Peu de temps après, le mastodonte est abattu, et le camp humain remporte naturellement la victoire. En un instant, Cédric devient un grand héros aux yeux de tous, mais le seigneur de Blackwater commence à comploter à ce moment-là. Il prétend faussement être à court de fonds et espère payer la récompense de Cédric en plusieurs fois. Cédric accepte sans trop réfléchir. Mais qui aurait cru que le seigneur irait alors voir le chef des bêtes emprisonné et produirait un parchemin de séisme que seuls les hommes bêtes peuvent activer? Il leur propose de travailler ensemble pour éliminer Cédric. L'homme bête accepte volontiers. Après tout, ils ont un ennemi commun. Cependant, au moment où Cédric voit le complot du seigneur de Blackwater, il ne se met pas en colère. Au lieu de ça, il sourit. Le seigneur de Blackwater est confus, mais avant qu'il ne puisse comprendre, son propre garde lui tranche la gorge par derrière. Il s'avère que ce garde était un espion que le père de Cédric avait placé il y a des années. Qui aurait cru qu'il se serait hissé jusqu'à devenir un garde personnel? Malheureusement, après cet incident, cet agent dormant est complètement exposé. Pensant à la façon dont son vieux père l'a traité décemment, Cédric décide de le remercier avec un grand cadeau. Il parle donc à Alan des chevaliers templiers utilisant le sang des jeunes filles bestiales pour des sacrifices. En entendant cela, Alan dit qu'il doit retourner au royaume immédiatement. Après avoir accompagné Alan, Cédric pille de fond en comble le trésor du seigneur de Blackwater. Plusieurs charrettes d'or défilent dans les rues. Les joueurs sont verts de jalousie. Pendant ce temps, Cédric reçoit également la récompense du système, l'essence primordiale. Elle peut éveiller le pouvoir de la lignée chez les êtres purs et naturels, et le cheval de Cédric se trouve être un être pur. Ce voyage a été incroyablement enrichissant pour Cédric. De retour à Downtown conformément à leur accord, Cédric doit transférer la ville à la Sainte. Il pose sa main sur le parchemin. La seconde suivante, un fantôme apparaît derrière lui. Cédric est stupéfait. C'est en fait la bénédiction de la déesse de l'ordre. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils mettent le paquet comme ça. On dirait que je vais vraiment devoir leur donner Downtown. Mais à cet instant, la Sainte de l'autre côté de la table sent soudain son cœur s'emballer et son corps se réchauffer. Pourquoi le seigneur du domaine des aigles a-t-il une aura si réconfortante? Oh, non. Je ne peux pas me retenir. La Sainte balance inconsciemment sa queue, et la seconde suivante, elle se jette dans les bras de Cédric. En voyant la Sainte agir comme si elle était en chaleur, tout le monde est stupéfait. Il se précipite pour l'éloigner. Reprenant ses esprits, le visage de la Sainte devient cramoisi. Comment ai-je pu avoir des pensées aussi indécentes? Le simple fait d'être près de lui active l'instinct de reproduction primaire chez les animaux. La Sainte se sent profondément honteuse. Elle n'aurait jamais imaginé que tout cela était dû à l'essence primordiale en Cédric. Après avoir examiné l'accord et n'y avoir trouvé aucun problème, la Sainte signe de son nom. La seconde suivante, le fantôme de la déesse apparaît au-dessus d'eux. Sous le regard de la déesse, la Sainte devient le maire de Downtown. Tout le monde pense que c'est une fin heureuse, mais Cédric change soudainement de ton, rappelant à la Sainte de ne pas oublier son devoir de maire de lui payer des impôts. La Sainte est choquée. Ne m'as-tu pas donné Downtown? Pourquoi dois-je encore payer des impôts? Cédric sourit malicieusement. Je te l'ai bien donné, mais n'oublie pas que Downtown est un territoire vassal de mon domaine. En tant que maire, tu as naturellement des obligations. Comprenant la vérité, la Sainte fond en larmes sur le champ, et les joueurs derrière elle maudissent Cédric pour son impudence. Voyant cela, Aidan s'avance volontairement. Il sait que son moment de se mettre en valeur est arrivé. Il crie qu'il veut un duel loyal avec Cédric. Au départ, Cédric ne veut pas se soucier de son rugissement futile. Mais de manière inattendue, le système lui envoie 3 quêtes. Vaincre Eden en combat singulier, faire pleurer la Sainte Homme Bête et l'embrasser de force. Cédric est amusé. Cela jette vraiment de l'huile sur le feu pour le groupe du protagoniste. C'est un peu tordu, mais j'adore ça. Avec un sourire malicieux, Cédric pointe la Sainte du doigt. J'accepte ton duel, mais si tu perds, tu me la livres. En entendant cela, Eden panique, son visage se tordant alors qu'il se place de manière protectrice devant la Sainte. Absolument pas. Voyant cela, Cédric revoit ses conditions à la baisse. D'accord. Donne-moi juste 5 minutes avec elle. Mais Eden refuse toujours. Tu plaisantes?
5 minutes, c'est suffisant pour moi 8 fois. Absolument pas. Voyant Eden révéler ses faiblesses, la sainte lui touche doucement le bras et dit doucement, Eden, accepte. Je crois que tu peux gagner. Puisque même la sainte le dit, Eden ne peut que serrer les dents et accepter. Bientôt, les deux arrivent sur le terrain de duel. Bien que Eden soit le protagoniste, sa force est vraiment pâle en comparaison de celle de Cédric. Et Cédric se bat salement, ne visant que le bas de son corps à chaque attaque. Juste au moment où Cédric pense qu'il peut facilement dominer. Qui se serait attendu à ce que Eden fasse un coup bas avec une dague? Bien que Cédric esquive, il inhale accidentellement le gaz toxique émanant de la lame. À ce moment, les jambes de Cédric sont faibles et tout son corps manque de force. Voyant cela, Eden active son mode berserk et déchaîne sa technique la plus puissante. À ce moment critique, Cédric se souvient soudainement de s'être entraîné à l'épée dans son enfance. Ce flashback fait à nouveau jaillir son aura de combat. Pendant un instant, les joueurs ne peuvent pas dire qui est le vrai protagoniste. Cédric déchaîne toute sa puissance avec une taillade de désolation enflammée. Cela terrifie instantanément le protagoniste, Eden. Si cette énergie d'épée était allée 2,5 cm plus loin, il aurait trouvé la mort ici même. Une peur écrasante fait plier ses jambes. Il tombe à genoux. J'abandonne. En entendant cela, la sainte panique, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Cédric la tire dans ses bras. Demoiselle, il est temps d'honorer ta promesse. Voyant l'expression lubrique de Cédric, les joueurs s'y opposent immédiatement, disant qu'ils protégeront la sainte. Voyant cela, Cédric tire calmement son arme. Vous voulez tous trouver la mort? Je vais exaucer votre souhait. Voyant cela, la sainte s'accroche frénétiquement à la jambe de Cédric. S'il vous plaît, ne leur faites pas de mal. Je suis d'accord. Tu l'as dit toi-même. Quoi qu'il arrive ensuite, n'ose pas crier. Dans le manoir du maire de Bourg-de-l'Aube, Cédric coince brutalement la sainte contre le mur. Avec un sourire taquin, il attrape de force ses deux petites mains et les lève au-dessus de sa tête. La sainte détourne le visage avec crainte, une rougeur se propageant de son cou pâle vers le haut, couvrant rapidement ses joues et ses oreilles. Cédric ne perd pas de temps en parole avec elle. Le temps est compté. Il lui attrape le menton, tourne son visage vers lui, et se penche pour embrasser de force ses lèvres douces. La sainte se débat, les yeux écarquillés alors que des larmes d'humiliation coulent sur son visage. Cédric a atteint son but, mais la sainte ressent une vague de désespoir. Elle sent une aura enivrante émaner de Cédric, une aura qui brise férocement sa volonté et lui donne envie de s'y abandonner. Juste au moment où Cédric sent qu'il est temps de partir, les yeux de la sainte deviennent soudainement ardents. Tu n'as pas le droit de partir. Tout en parlant, elle se jette sur un Cédric déconcerté. Et, c'est cette odeur. Je ne te laisserai pas partir. Cédric utilise toute sa force pour repousser la sainte. Assez. Embrasse-moi encore, et je te fais payer. La sainte regarde fixement Cédric pendant un long moment avant de reprendre ses esprits et de se souvenir de ce qui vient de se passer. Elle devient instantanément toute rouge. Elle se recroqueville, serrant ses genoux, sa belle queue touffue s'enroulant autour d'elle jusqu'à ce que seules ses oreilles soient visibles. Voyant cela, Cédric ne reste pas pour embarrasser davantage la jeune fille et quitte la pièce sans un mot de plus. En quittant Bourg-de-l'Aube, Cédric est de bonne humeur car toutes les quêtes de méchants du jour sont terminées. Bien qu'il n'ait pas déclenché de coup critique de récompense, Cédric reçoit quelque chose que le continent de Cain n'a même pas, la potion de sang de dragon de Catamorphine. Le simple fait de la boire améliorera considérablement sa constitution physique. Après avoir lu la description du système, Cédric boit une bouteille sans hésitation. Alors qu'une sensation de brûlure se propage dans ses membres, Cédric se sent comme s'il était complètement déchaîné. À ce moment, le système envoie une notification qu'une nouvelle fonction a été débloquée. Les actions de méchants de l'autre apporteront des points de méchants qui pourront être échangés contre des objets dans la boutique. La boutique est mise à jour chaque semaine. Cédric est ravi. Avec cette triche en main, le monde est à moi. Pendant ce temps, Eden, complètement trahi, arrive au manoir du maire, voulant réconforter la sainte. Mais au moment où il entre, il se fait insulter et jeter dehors. Maintenant, tous les joueurs le voient et racontent dans son dos que Eden est inutile. En écoutant les moqueries chuchotées, les yeux d'Eden s'assombrissent progressivement. Il se dépêche de retourner dans sa chambre. Il sort une boîte de la taille d'une paume du tiroir. Avec incertitude et suspicion, Eden ouvre la boîte dans sa main. À l'intérieur se trouve une étrange sculpture de crâne. Seigneur du domaine des aigles, tu m'as forcé la main. Cédric retourne sur son territoire avec ses troupes. Avant même de descendre de cheval, il voit Laurie et Madame Chris au loin. Il s'avère que pendant sa campagne, Laurie l'a attendu sur les remparts tous les jours. Entendre cela touche le cœur de Cédric, il pince doucement les joues de Laurie, la complimentant pour être adorable et attentionnée. Puis Cédric ramène Laurie dans sa chambre, mais au moment où il retire son armure, Laurie se blottit dans ses bras. « Maître, vous m'avez tellement manqué. » En respirant l'odeur familière de Cédric, Laurie sent tout son corps se relâcher. Une rougeur monte lentement de son cou à son visage. En voyant la petite créature collante dans ses bras, Cédric se sent quelque peu dépassé. Il repousse Laurie, disant qu'il ne cesse pas baigné depuis 3 jours et qu'il empeste la sueur. Mais non seulement cela ne dérange pas Laurie, mais elle a même l'air béate, disant que l'odeur du maître est parfumée et chaude. Cédric est momentanément abasourdi, puis devine que ce doit être l'influence de l'essence primale. Pour vérifier sa théorie,
Cédric demande à Laurie si elle a déjà entendu parler de demi-humains éveillant les pouvoirs de leur lignée. Laurie incline la tête, réfléchissant sérieusement, une trace de réminiscence et de tristesse scintillant dans ses yeux. Elle dit à Cédric que, lorsqu'elle était enfant, son père lui a raconté qu'il y a plus d'une décennie, les demi-humains étaient aussi une race très puissante. Bien qu'ils ne pouvaient pas cultiver l'aura de combat ou posséder de talents magiques, ils pouvaient éveiller le pouvoir caché dans leur lignée en comprenant la nature. Cependant, éveiller ce pouvoir nécessite des conditions extrêmement difficiles, non seulement du talent, mais aussi que la compréhension de la personne résonne avec le pouvoir de sa lignée. Certains ont eu la chance d'éveiller des pouvoirs aquatiques sous des cascades. D'autres vivaient quotidiennement parmi des meutes de bêtes et comprenaient les pouvoirs des bêtes. En bref, les demi-humains ne savent pas ce qui est caché dans leur lignée et ne peuvent qu'essayer un par un. Après avoir entendu l'explication de Laurie, Cédric comprend. Laurie peut sentir l'essence primale en lui précisément parce que son talent est exceptionnel. Cédric est ravi et demande rapidement si Laurie se souvient comment comprendre la nature. Voyant Laurie hocher la tête, Cédric la prend dans ses bras et lui dit de fermer les yeux et de se concentrer. La seconde suivante, une chaleur familière commence à l'envelopper, l'entourant progressivement tout entière. Elle semble voir une prairie débordant de force vitale. Sentant les changements en Laurie, Cédric devient excité. On dirait que c'est une capacité de guérison. Est-ce que ça veut dire que j'ai maintenant une soigneuse personnelle? Après avoir terminé sa compréhension, le corps de Laurie devient mou et elle tombe dans un sommeil somnol. Mais ce qui laisse Cédric sans voix, c'est que même endormie, cette petite s'agrippe à son pantalon, et il ne peut pas s'en défaire. Cédric n'ose pas utiliser trop de force de peur de réveiller Laurie. Il ne peut qu'enlever son pantalon, mais à ce moment précis, la porte s'ouvre brusquement. Godric entre bruyamment, mais la seconde suivante, son expression se fige. Oh, non. Il va devoir laver les sous-vêtements et les chaussettes pendant un an. Cédric demande à Godric quelle affaire urgente l'amène ici si précipitamment, mais Godric insiste sur le fait qu'il a vraiment une affaire urgente. Ces hommes ont rapporté la découverte d'une mine de fer, mais son emplacement est délicat, juste à la frontière entre leur territoire et celui de Bolton. Cédric sourit. Est-ce qu'une chose pareille a même besoin d'être rapportée? Il prend immédiatement un stylo et encercle la mine de fer à l'intérieur des frontières de son territoire sur la carte. Allez dire au seigneur de Bolton que cette mine de fer est à moi. S'il n'est pas d'accord, il peut se préparer à la guerre. Après avoir renvoyé Godric, Cédric profite d'un bain merveilleux. Depuis qu'il a bu le sang de dragon, il a développé des tablettes de chocolat, et sa vitalité a également été améliorée. Que ce soit la capacité, l'endurance ou la performance soutenue, il a maintenant atteint le niveau d'un chevalier du ciel. En retournant dans la chambre, Cédric trouve Laurie déjà réveillée. Il lui demande avec inquiétude si elle se sent mieux et pourquoi elle ne cesse pas reposer plus longtemps. La petite Laurie dit qu'elle va bien maintenant. Grâce au maître, elle a éveillé le pouvoir de sa lignée. Pour le remercier, elle a décidé de porter ses enfants. Cédric frémit de choc. Sais-tu au moins comment on fait les bébés? Bien sûr. Madame Chris m'a appris beaucoup de choses, pas seulement l'étiquette, mais aussi les instruments. Madame Chris a dit que ma petite bouche est parfaite pour jouer de la flûte. Une bouche plus grande n'aurait pas le même effet. Cédric reste silencieux. Si ce maudit système ne signalait pas Laurie comme inapte à la reproduction, il serait une véritable bête de se retenir maintenant. Cédric tapote la tête de Laurie. Laurie, le pouvoir de ta lignée ne cesse pas encore complètement éveillé. Tu dois te reposer et récupérer ton énergie maintenant. Pendant ce temps, le territoire de Bolton reçoit la carte que Cédric a envoyée. En apprenant que le domaine des aigles veut monopoliser la mine de fer, tout le monde dans la salle éclate de colère. Le seigneur Bolton regarde la foule agitée dans la salle et hoche la tête avec satisfaction. C'est exactement l'effet qu'il voulait. La famille Bolton s'est fait discrète pendant tant d'années. Nous avons enfin trouvé une chance de nous élever. Nous ne pouvons pas le laisser gâcher ça. Pour autant que je sache, ils n'ont que 2 chevaliers de la terre. Donc, pour assurer la victoire dans cette guerre, j'ai emprunté 3 chevaliers de la terre au comte en échange d'un tiers des droits d'extraction de la mine. Pendant qu'il parle, il lève la main et tapote le jeune chevalier qui se tient à côté de lui. Un sourire fier apparaît sur son visage. Fils, montre-leur. Le fils du seigneur Bolton hoche respectueusement la tête, puis sous le regard curieux de tous, une aura de combattant pâle jaillit vers le ciel. Même ses yeux brûlent de flammes d'aurasion. Lorsque la concentration d'aura atteint le point d'émaner des orbites, c'est la marque d'un chevalier de la terre. Après un bref silence, toute la salle éclate en acclamations enthousiastes. De l'autre côté, après une nuit agitée, Cédric sort dans les rues. Alors qu'il réfléchit à la manière de gagner des points de méchant, le gamin potelé à qui on a volé la sucette apparaît soudain dans son champ de vision. Cédric est sur le point de s'approcher et de le taquiner, mais l'enfant se met à pleurer. Cédric se précipite pour lui demander. Le gamin potelé lui dit que la pension que son père a gagnée en mourant au combat a été volée par un chevalier, et que sa mère a été battue pour avoir essayé de l'en empêcher. En entendant cela, Cédric s'arrête. Ta mère est-elle belle? Après être rentré chez lui avec le gamin potelé, Cédric apprend toute l'histoire de la part de sa mère gravement malade. Il y a toujours eu un groupe de voyous en ville qui extorquent de l'argent de protection, soutenu par un chevalier, donc personne n'a osé intervenir. En entendant cela, la fureur de Cédric s'embrase instantanément. Il se rend donc à la taverne et attend que ces voyous apparaissent. Bientôt, Cédric identifie ses cibles.
Après un interrogatoire musclé, l'homme révèle son protecteur, Nightgale. En entendant cela, Cédric se fige. Un souvenir d'enfance refait surface dans son esprit. C'est celui d'un homme à genoux lui jurant une loyauté éternelle, et cet homme est le Nightgale même que le voyou a mentionné. Furieux, Cédric se rend immédiatement chez Gale. À ce moment, Gale est occupé à s'amuser avec 2 femmes. Cela rend Cédric, venu pour exiger des réponses, encore plus furieux. Je me fiche que tu t'amuses avec des femmes, mais pourquoi diable as-tu pris la pension d'un soldat tombé au combat? Gale ne comprend pas pourquoi le seigneur est si en colère. Ce ne sont que de simples gens de rien. Pourquoi devrait-il recevoir 10 pièces d'or après leur mort? Je suis un grand chevalier et je ne gagne que 3 pièces d'or par mois. Leur vie valent-elles autant? Ces vauriens peuvent même percevoir 5 pièces d'argent par mois du trésor. Pendant qu'il parle, il gifle le sein d'une femme à côté de lui. Monseigneur, regardez. Si vous me donniez 10 pièces d'or, je pourrais vivre beaucoup plus confortablement. En entendant cela, Cédric est complètement déçu par Gale. Puisque tu veux tant ces 10 pièces d'or, je vais exaucer ton vœu aujourd'hui. Bientôt, tout le monde dans le territoire apprend la nouvelle. Le seigneur va exécuter quelqu'un. Mais quand Gaël apparaît, tout le monde est stupéfait. C'est un chevalier. Pourquoi l'exécuter? Voyant tout le monde rassemblé, Cédric énumère les crimes de Gale un par un: désobéissance aux ordres, vol des pensions des soldats tombés au combat, intimidation des faibles en tant que chevalier, et incitation de voyous à troubler l'ordre public. Cédric dit sévèrement à la foule que dans le domaine d'Aigle, la dignité des soldats est inviolable. Quiconque enfreint cette règle, même un grand chevalier, sera pendu. En entendant cela, Gale éclate soudainement d'un rire maniaque. Tu le regretteras. Cédric ne veut pas perdre son temps en parole et ordonne directement qu'on lui tranche la tête. Au même moment, le système envoie une notification: l'hôte a exécuté un grand chevalier qui a servi pendant des années, gagnant ainsi 2000 points de méchant. Veuillez poursuivre vos efforts pour devenir le plus grand méchant. La vision du monde de Cédric est sur le point de s'effondrer. Quel est ce fichu système? J'élimine le mal pour le peuple et je gagne quand même des points de méchant? Le système lui dit le contraire, car le peuple ne sera qu'intimidé par sa cruauté, et ses chevaliers craindront son impitoyabilité. Cédric n'y croit pas et interpelle un soldat pour lui demander son avis. Le soldat balbutie qu'ils pensent tous que le seigneur n'aurait pas dû exécuter Gaël pour un roturier. Même l'intendant Alfred estime que le crime de Gaël ne méritait pas la mort. Le cœur de Cédric se glace. Il ne voulait que la justice. Pourquoi est-il perçu comme un bourreau impitoyable? Est-il destiné à être un méchant? Cédric se sent déjà déprimé d'avoir exécuté le chevalier hier, mais la perspicace petite Laurie perçoit ses tourments et le réconforte. Maître n'a rien fait de mal. Si vous ne pouvez même pas défendre la dignité et les droits des héros tombés au combat, vous ne méritez pas d'être un vrai seigneur. La douceur et l'adorabilité de la petite Laurie apportent beaucoup de réconfort à Cédric. Si ce fichu système n'avait pas dit que la constitution de Laurie est faible, Cédric récompenserait probablement Laurie avec 100 000 coups critiques ce soir. Le lendemain, Cédric annonce devant tout le monde sa décision de lancer une attaque préventive sur le territoire de Bolton pour s'emparer de la mine de fer. Le vieil intendant Alfred ne comprend pas. Nous n'avons aucun équipement de siège pour le moment, et même si nous en fabriquions sur place, nous n'aurions pas le temps. Cédric sourit légèrement. Laissez-moi m'occuper de ça. Il s'avère qu'il a pris cette décision car il a vu des échelles de siège dans la boutique des méchants pour seulement 600 points de méchants chacune, invocables à volonté. Ainsi, malgré les objections de tous, Cédric formule lui-même le plan de bataille. Lui et les guerriers minotaures formeront l'avant-garde du siège, tandis que les autres n'auront qu'à occuper les gardes de Bolton. La nuit même, Cédric part avec ses troupes. Grâce aux échelles, les forces de Cédric atteignent rapidement les murs ennemis. L'attaque soudaine prend les soldats du territoire de Bolton complètement au dépourvu. Même les canons de défense sont saisis par les minotaures. Pendant ce temps, Cédric reçoit des quêtes du système: s'emparer de la mine de fer, piller le château, tuer des chevaliers de la terre. Cédric est amusé. Quel timing parfait. Bientôt, Cédric et ses minotaures capturent le château de Bolton. Alors qu'ils s'apprêtent à vider les trésors du château, une cage en fer descend soudainement du ciel, le piégeant ainsi que les guerriers minotaures. De plus, le matériau de la cage est si spécial que même les minotaures ne peuvent pas la briser par la force brute. À ce moment, le seigneur Bolton sort en se moquant. Après avoir entendu ces railleries, Cédric comprend pourquoi il est tombé dans le piège. Il s'avère que l'exécution du grand chevalier a provoqué des troubles dans l'armée. Quelqu'un était mécontent de ses actions et est devenu un traître. Pendant ce temps, les soldats d'Aigle chargés de retenir la force principale n'ont pas vu leur seigneur apparaître. Le traître réalise immédiatement que Cédric est piégé et incite tout le monde à battre en retraite rapidement. Mais l'intendant Alfred est rempli d'un courage loyal. Il se ferait seul un chemin jusqu'au château. En voyant cela, Cédric est profondément ému. Mais malheureusement, Alfred n'est qu'une seule personne. Finalement, il est submergé par le nombre et vaincu. Mais à ce moment, les habitants du domaine d'Aigle forment une milice pour venir à la rescousse. Cela ravive l'esprit combatif des soldats qui se préparaient à battre en retraite. Ils retournent tous se battre au château pour sauver leur seigneur. Au même moment, voyant le vieil intendant Alfred en danger de mort, Cédric arrête simplement de faire semblant et révèle son jeu. Je voulais seulement vous affronter en tant que personne ordinaire, mais tout ce que j'ai obtenu, ce sont des moqueries et des railleries. J'ai fini de faire semblant.
Je suis un chevalier du ciel. En voyant cela, tout le monde est abasourdi. Comment diable allons-nous nous battre contre ça? Après avoir repoussé les forces ennemies, Cédric va vérifier les blessures d'Alfred. Il réalise profondément à quel point il est important d'avoir un guérisseur sur le territoire. On dirait que je dois me concentrer sur l'entraînement de Laurie à mon retour. Après avoir pris le territoire de Bolton, Cédric reçoit les récompenses du système. Cette récompense de quête déclenche un effet de coup critique. 3 Cerbères évoluent en un guerrier du feu infernal. Leurs statistiques écrasantes et leurs puissantes compétences passives satisfont grandement Cédric. Après avoir présenté les guerriers du feu infernal à tout le monde, Cédric les poste à la fontaine pour garder le château. Mais la nuit même de leur installation, un groupe d'assassins arrive au château. Ce sont des chevaliers templiers de la Sainte Église. Ils ne sont pas là ce soir pour assassiner Cédric, mais pour trouver un vieil homme que l'Église traque depuis des années. Bientôt, ils repèrent le vieil homme aux abords du château. Le vieil homme connaît leur but. Il sort immédiatement sa seule potion spéciale et l'avale. La seconde suivante, son corps est enveloppé d'une lueur cramoisie, et sa force globale augmente de façon spectaculaire. Cependant, le prix de ce pouvoir est de consumer sa force vitale. Bientôt, leur bataille est découverte par le guerrier du feu infernal. Pendant ce temps, Cédric, qui est en train de se mettre très à l'aise avec Laurie, entend l'agitation à l'extérieur. En voyant les chevaliers templiers, Cédric enfile immédiatement son équipement et rejoint la bataille. Après être devenu un chevalier du ciel, ces chevaliers templiers ne sont plus de taille pour lui. Il les abat tous avec facilité. À ce moment, Cédric remarque aussi le vieil homme. Après avoir vérifié ses statistiques, Cédric découvre que ce vieil homme n'est pas un personnage ordinaire. C'est en fait un grand alchimiste. Malheureusement, il est maintenant au bout du rouleau. Après avoir fait ses adieux au vieil homme, Cédric ressent une pointe de regret. Mais alors qu'il retourne dans sa chambre, Laurie se précipite dans ses bras. Maître, Laurie ne veut pas que Maître soit blessé. Laurie voulait vraiment descendre et protéger Maître, mais j'ai peur de devenir un fardeau. Regardant la fille obéissante dans ses bras, Cédric lui ébouriffe doucement les cheveux et la réconforte. Laurie n'est pas un fardeau. Une fois que tu seras complètement éveillé, tu seras peut-être même plus forte que Maître. Émue aux larmes, Laurie émet soudainement une étrange lueur de son corps. La seconde suivante, elle est enveloppée par une sphère de lumière. Quand le phénomène se dissipe, la petite et adorable Laurie s'est transformée en une femme adulte. Cédric est stupéfait. Après avoir vu le panneau de statue de Laurie, il lui saisit la main avec enthousiasme. Merveilleux. Laurie, tu t'es enfin éveillée. Mais pourquoi tes vêtements ont-ils grandi avec toi? N'aurait-il pas dû éclater? D'ailleurs, depuis que la petite Laurie a mûri, Cédric l'a affectée à la clinique médicale. Bientôt, tout le monde en ville sait qu'il y a une guérisseuse bien pourvue ici. En tant que joueuse touriste, la fille à lunettes vient immédiatement vérifier après avoir entendu cette nouvelle. Contre toute attente, elle tombe nez à nez avec Cédric. La fille à lunettes demande immédiatement un autographe à Cédric. Cédric sourit et accepte volontiers, mais la seconde suivante, son carnet se transforme en un ruban rouge qui ligote fermement Cédric. Ne te débats pas. Ce sont des spores paralysantes que j'ai eu du mal à collecter. Réponds juste à ma question, as-tu couché avec la sainte ce jour-là? Pourquoi souffle-t-elle le chaud et le froid depuis le lendemain, en s'affaiblissant de plus en plus? En entendant cela, Cédric est choqué. Se pourrait-il qu'un seul baiser l'ait rendu malade d'amour? Alors il demande rapidement au système ce qui s'est passé. Le système indique des informations insuffisantes et demande à l'autre d'enquêter sur le site de l'anomalie. Voyant cela, Cédric se libère de ses liens et dit à la fille à lunettes de emmener immédiatement. La fille à lunettes est excitée. Tu es sérieux? Bien sûr. Mais avant de partir, tu ferais mieux de te souvenir de ce que tu viens de faire. Après s'être préparé, Cédric appelle aussi Laurie. Tous les trois montent sur l'oiseau géant et vont jusqu'au centre-ville. Contre toute attente, dès qu'ils atterrissent, Cédric reçoit une série de notifications du système. Anomalie détectée chez l'enfant du destin, Eden. Anomalie détectée chez la sainte des hommes bêtes. Aucun remède disponible. Lancement forcé de l'intrigue de la phase 3, enlever la sainte des hommes bêtes. Durée de vie restante de la sainte, 2 heures. L'autre doit exécuter immédiatement. Cédric est complètement confus. C'est la première fois qu'il voit le système agir de manière aussi folle, mais la situation est urgente. Il n'a pas de temps à perdre. Il massacre directement tous les joueurs qui lui barrent la route et trouve rapidement la sainte souffrante. Effectivement, comme l'a dit la fille à lunettes, l'état de la sainte est terrible. Cédric l'enveloppe dans une couverture et la ramène immédiatement au château sur l'oiseau géant. Laurie essaie de guérir la sainte avec de la magie, mais l'aura maléfique émanant de la sainte la repousse. Laurie ne s'attendait pas à ce résultat. Il semble que sa puissance ne soit pas suffisante. Désormais, le seul moyen est d'entrer dans son rêve pour la sauver. Et le moyen le plus rapide d'entrer dans le royaume des rêves est qu'ils se connectent physiquement et fusionnent leur corps. En regardant la sainte allongée dans le lit, se tordant continuellement, Cédric rougit. Il semble qu'il va devoir faire un sacrifice. Pendant ce temps, dans le cauchemar, la sainte est entourée d'un groupe de figures grotesques. Au moment où son esprit se brise, elle a l'impression d'être tombée dans l'océan. D'innombrables mains sombres continuent de la tirer. À ce moment critique, une paire de mains fortes la saisit soudainement. En regardant de plus près Cédric chevauchant son oiseau géant dans le rêve, cela surprend la sainte.
Espèce de salaud, qu'est-ce ce que tu fais ici? Cédric sourit malicieusement. Il lui donne une claque bien sentie sur son tendre derrière. Je suis ici pour faire ce que je veux de toi, bien sûr. La sainte tremble de colère et saute directement de l'oiseau géant, mais se tord la cheville de manière inattendue en atterrissant. Cédric la tire joyeusement dans ses bras. C'est un rêve. Comment peux-tu ressentir de la douleur? La sainte repousse Cédric, paniqué. Alors pourquoi es-tu, toi, scélérat pervers, dans mon rêve? Pour te sauver, bien sûr. La sainte est désemparée. Mais pourquoi me sauverais-tu? Aucune raison particulière. J'ai peur que si tu meurs, les gens diront que tu es morte d'un chagrin d'amour, en te languissant de moi. Je ne veux pas de ce blâme. Les taquineries de Cédric mettent la sainte en colère. Mais avant qu'elle ne puisse le frapper, Cédric lui saisit la main et s'enfuit en courant. Pas le temps d'expliquer. Si on ne se dépêche pas, tu pourrais vraiment mourir. La sainte veut se libérer, mais d'une manière ou d'une autre, cet homme qui aime la taquiner lui donne un sentiment de sécurité sans précédent. Peu de temps après, ils arrivent devant une magnifique cathédrale. Cédric lui dit que c'est le lieu de sa plus grande peur. Une fois qu'ils auront trouvé la sortie, ils pourront s'échapper du cauchemar. Effectivement, en voyant cet endroit, le corps de la sainte tremble involontairement. Des images de passage à tabac du passé lui reviennent en mémoire. Voyant l'expression de la sainte, Cédric est perplexe quant à ce qui pourrait lui faire si peur. Mais puisqu'elle réagit de cette façon, au moins ils sont au bon endroit. Ignorant les protestations de la sainte, il la hisse sur son épaule et court dans la cathédrale. Cette action enjouée réduit en fait considérablement la peur de la sainte. Peu de temps après, il découvre une statue. Ce qui intrigue la sainte, c'est que la déesse des terres sauvages était à l'origine enchâssée ici. Pourquoi a-t-elle été changée pour ressembler à la sainte précédente? Cédric compare silencieusement les tailles des deux générations de saintes et ne peut s'empêcher de soupirer. Chaque génération est moins impressionnante que la précédente. Puis il entraîne la sainte pour continuer à chercher la sortie. Peu après leur départ, la statue de la sainte enchâssée révèle un sourire sinistre, et même ses pupilles deviennent rouge sang. En y regardant de plus près, il y a une marque de crâne à cornes dans les yeux pourpres de la statue, la même marque que celle de la statue que Aidan a sortie de la boîte. Cédric amène la sainte dans une pièce. En ouvrant la porte, il s'avère que c'est une salle de classe. À l'intérieur se trouve une femme au comportement très étrange. Séraphina la reconnaît comme son institutrice d'enfance. Séraphina était autrefois terrifiée par elle. Cependant, en entendant la femme l'appeler par son nom, elle marche inconsciemment vers elle. Cédric devient anxieux, mais la femme lance une attaque soudaine à ce moment-là. Voyant cela, Cédric donne un coup de pied dans l'abdomen de la femme. La femme s'arrête et n'attaque plus, mais utilise à la place sa baguette pour commander les enfants autour d'elle. Les enfants grattent leur pupitre avec leurs ongles tout en poussant des cris perçants. Le son mentalement polluant agresse les oreilles de Cédric. Il réveille également la sainte inconsciente. Reprenant ses esprits, la sainte dit à Cédric que c'est un souvenir de son orphelinat d'enfance, et que mademoiselle Marie a une faiblesse. Une mauvaise vue, mais une ouïe excellente. En entendant cela, Cédric attire la sainte près de lui. Après avoir esquivé l'attaque sournoise de l'enseignante, il lance une pièce au loin. Mademoiselle Marie est instantanément attirée par le son, et Cédric saisit cette occasion pour s'échapper de la salle de classe. Cependant, à peine sorti, il tombe dans un vide. Cédric serre rapidement la sainte et utilise son corps comme coussin pour elle. À ce stade, Cédric comprend que chaque pièce de ce rêve représente les souvenirs les plus terrifiants de Séraphina. Ils doivent trouver les portes et continuer d'avancer. Juste à ce moment, une grande silhouette apparaît soudainement derrière lui. En se retournant, Cédric est abasourdi. C'est quoi ce bordel? N'est-ce pas moi? Mais ce type a l'air un peu niais et inoffensif. Cédric remarque que la poupée est sortie d'un passage souterrain. Ils suivent tous les deux le passage jusqu'au sous-sol. Bientôt, ils découvrent une source de lumière. À cet instant, Cédric sent soudainement une intention meurtrière. En se retournant, il voit la sainte de la génération précédente s'approcher lentement d'eux, un fouet à la main. Au moment où Séraphina la voit, des souvenirs terrifiants lui reviennent en mémoire, des images de la précédente sainte la punissant. Contrairement à la peur de Séraphina, Cédric semble très excité car cette dame maniant le fouet est assez excitante. Au moment où il s'apprête à la taquiner, le fouet jaillit soudainement comme une chaîne et lui transperce la poitrine. À cet instant, Cédric réalise soudainement que dans le rêve de la sainte, son pouvoir est basé sur les souvenirs qu'elle a de lui. Alors il crie à Séraphina de l'imaginer comme la personne la plus forte qu'elle connaisse. Qui le crut? La seconde suivante, il se transforme en un lapin rose. C'est exact. Ce lapin rose a toujours été le soutien de Séraphina quand elle était jeune. Et maintenant transformé en lapin, le pouvoir de Cédric augmente en effet. D'un simple coup de poing, il bat la sainte devant lui. Son corps commence alors à se dissiper. Séraphina, le reste du chemin, tu dois le parcourir seul. Ne me déçois pas. Séraphina hoche fermement la tête. Le cauchemar qui la tourmentait depuis des jours est enfin détruit à cet instant. Dans la réalité, elle se penche inconsciemment contre Cédric. Pendant ce temps, Aidan à moitié démonisé s'agenouille douloureusement devant un homme. L'homme parle froidement d'une voix rauque. Tu me déçois, Aidan. Pour un pouvoir temporaire, tu as secrètement échangé la divinité de la sainte avec les abysses. Encore plus pathétique, tu as réussi à te perdre dans cet accord. Tes actions insensées ont perturbé mes plans.
Je te donne une dernière chance. Si tu restes obstiné, ne veut pas d'utiliser ton corps comme mon nouveau réceptacle. Pendant ce temps, afin d'avoir des enfants avec son maître, Laurie retire en fait sa tenue de soubrette et enfile des bas noirs et un uniforme d'infirmière. Cédric se réveille à peine du cauchemar de la sainte et voit Laurie tenant une seringue. Oh, eh bien, cette fille doit être jalouse. Comme prévu, en voyant son maître éveillé, Laurie serre Cédric fort dans ses bras. Maître, Laurie a grandi. Laurie vous veut maintenant. Oh, la vache. Quel homme pourrait résister? Le désir de Cédric est sur le point d'exploser. Mais se rappelant que le physique de Laurie n'est pas adapté à la reproduction, il s'enfuit penaud. Il est complètement inutile. Cependant, sur le chemin du retour, Cédric découvre une faille dans le système. Se retournant, il retrouve Laurie. Mais cette fois, il agit de manière complètement inhabituelle et déchire les vêtements de Laurie. Ce jeune maître va certainement y goûter aujourd'hui. Le comportement soudain et scandaleux de Cédric laisse Laurie troublée. Mais juste au moment où elle s'ajuste et se prépare à céder, Cédric s'arrête. Il s'avère que l'enlèvement de Séraphina par Cédric a fait passer le monde du jeu à la deuxième étape. Cédric panique. Il panique vraiment. Il sait qu'à la deuxième étape, 10 000 joueurs arriveront. Même s'il survit, son château n'y survivra pas. Dans son anxiété extrême, il voit soudain que sa boutique de méchants a également été mise à jour, lui permettant d'échanger contre diverses unités spéciales et ressources stratégiques. Il veut donc désespérément obtenir des points de méchants. Par des expériences répétées, il découvre que son système a l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Tant qu'il commet des actes scandaleux, le système se fiche de savoir s'il joue la comédie. C'est pourquoi il a agi comme s'il se forçait sur Laurie. Effectivement, comme il le pensait, le système lui a donné 5000 points de méchant. Et ainsi Cédric commença son chemin d'exploitation des failles. La petite Laurie ne comprend pas, mais tant que son maître est heureux, elle le satisfera, peu importe à quel point c'est pervers. Bientôt, Cédric amasse assez de points pour acheter de nouvelles unités. Après avoir recruté un groupe de guerriers sacrés, Cédric a enfin la confiance nécessaire pour combattre les joueurs. À ce moment, le système lui envoie également une mission de méchant. Tuer 2000 joueurs, réduire au moins 500 joueurs au niveau 0, et écraser la vengeance des Idan. Cédric est ravi. C'est quoi ce bordel? N'est-ce pas juste des récompenses gratuites? Mais par sécurité, il échange une potion de percée de chevalier du ciel de la boutique et la donne à Alfred. Maintenant, tout est prêt. Seule la dernière étape reste. Imbécile, préparez-vous et attendez-moi. Après que le jeu entre dans la deuxième étape, la quête pour soumettre Cédric s'ouvre. Le simple fait d'accepter la quête donne de l'expérience gratuite, et la terminer offre 8 récompenses différentes. De plus, comme le nombre de joueurs dépasse 5000 dans cette bataille, tous les attributs reçoivent des bonus et même les pénalités d'expérience à la mort sont réduites de moitié. Cela élimine toutes les inquiétudes des joueurs. Même avec Cédric se donnant à fond, les joueurs continuent de charger sans fin vers les murs du château. En regardant ces imbéciles servir de chair à canon, Cédric sent que ça ne peut pas continuer, alors il tourne son attention vers les cristaux de résurrection des joueurs. À cet instant, il remarque également Aidan brillant d'une lumière dorée. Cédric sait qu'il a dû augmenter son pouvoir. Cependant, la distance est trop grande pour que son panneau de statue puisse le capturer. Il demande à Alfred d'intercepter Aidan, ordonne au Minotaure de défendre le château, pendant qu'il mène le chef-feu de Hel-Enfer et les guerriers sacrés pour voler les cristaux. Bientôt, les cris des joueurs résonnent sur le champ de bataille. À ce moment, le majordome Alfred engage le combat avec Aidan. Ce qui surprend Eden, c'est qu'en quelques jours à peine, Alfred est devenu un chevalier du ciel. Cela lui pose problème. Une performance aussi pathétique que même son marionnettiste ne peut plus la regarder. Alors il intervient directement, enfreignant les règles pour lui donner des codes de triche. Cédric, qui est en train de massacrer des joueurs, se retrouve soudainement enchevêtré dans un étrange flux de données rouges. Cédric ne ressent qu'une pression écrasante sur son corps. La seconde suivante, tous les joueurs, y compris lui, reçoivent une notification. En raison d'un écart de niveau excessif, correction des données initiées. Les attaques des joueurs sur le seigneur du domaine de l'aigle sont désormais converties de force en dégâts bruts. Cédric est abasourdi. À ce moment, un mage lui lance une boule de feu. Normalement, n'étant que de niveau 15, il n'aurait jamais pu percer la défense ou le combat de Cédric, mais maintenant Cédric est directement repoussé par la boule de feu. Cela renforce grandement la confiance des joueurs. Ils chargent tous en avant sans réfléchir. Bien que Cédric les abatte comme des agneaux, le nombre de joueurs est écrasant. Dès que sa barre de vie atteint un niveau critique, observant ces fous sanguinaires, Cédric crie à feu de Hel-Enfer de détruire rapidement les cristaux. La seconde d'après, un géant vert semblable à une bombe nucléaire descend du ciel, anéantissant instantanément un groupe d'idiots inconscients. Cependant, face à 8000 guerriers, les dégâts de feu de Hel-Enfer ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. En un instant, les joueurs chargent à nouveau sur Cédric. Cédric panique un peu. Bon sang. Est-ce vraiment la fin aujourd'hui? À ce moment critique, une énergie de guérison verte descend soudainement du ciel, restaurant instantanément la santé de Cédric au maximum. En se retournant, il voit la petite Laurie se précipiter à son aide. Et mon code de triche est arrivé. Voyons voir comment vous allez survivre aujourd'hui. Avec un seul soin, elle remplit complètement sa barre de vie.
La capacité de guérison de Laurie est absolument inégalée parmi tous les guérisseurs. Les joueurs sont sans voix. C'est quoi ce bordel? Comment sont-ils censés jouer à ça? Ce qui est encore plus désespérant, c'est que Feu de l'Enfer a déjà détruit 2 des 3 cristaux de résurrection, et le dernier a été délibérément laissé par Cédric pour camper leur point d'apparition. Un méchant aussi méprisable anéantit complètement le moral des joueurs. Pendant ce temps, une femme voluptueuse apparaît soudainement sur le mur du château. La femme voilée observe Cédric au loin avec intérêt, puis elle sourit à l'homme à côté d'elle. C'est ton tour. N'oublie pas, le pape nous a envoyés pour assurer sa mort. Cette mission ne peut pas échouer. De l'autre côté, Cédric affiche son affection tout en massacrant des joueurs sur le champ de bataille. À ce moment précis, l'assassin vêtu de noir frappe soudainement. Laurie, à l'œil vif, le repère immédiatement. Pour empêcher son maître d'être blessé, Laurie bloque le poignard de l'assassin avec son propre corps. Heureusement, elle avait activé son bouclier de l'Esprit Saint au préalable, évitant ainsi des dégâts critiques. Mais cette action rend Cédric fou de rage. Il rugit furieusement. Un fantôme de lion doré charge l'adversaire. Les jambes de l'assassin flageolent de peur, il esquive de justesse l'attaque du lion. Il trouve son chemin bloqué par Cédric qui est apparu en un éclair derrière lui. Juste au moment où il est sur le point de mourir, la femme mystérieuse intervient soudainement, tirant un petit sort magique directement sur la poitrine de Cédric. Si Laurie ne l'avait pas soigné à temps, Cédric aurait succombé à cette attaque sournoise. À ce stade, la femme se déplace également de l'arrière vers la ligne de front. Sous son commandement, l'assassin attaque à nouveau Cédric. Cependant, cette fois, avant que Cédric ne puisse agir, plusieurs rayons d'épée jaillissent soudainement, tuant instantanément l'assassin. Tout le monde se retourne, choqué. Celle qui a frappé est la sainte Séréphina, qui s'est éveillée. Pas le temps pour les explications. La femme mystérieuse lance déjà une attaque magique sur Séréphina. Cependant, la vitesse de la Séréphina éveillée a considérablement augmenté. Elle s'élève rapidement dans les airs. À ce moment, la femme mystérieuse est confiante, pensant que Séréphina ne fait que gagner du temps. Mais qui aurait cru que la seconde suivante, Séréphina apparaîtrait derrière elle et la couperait en deux d'un seul coup d'épée. Quel gâchis pour ses atouts. Au loin, Cédric est abasourdi. Est-ce vraiment la Séréphina qu'il connaît? Comment est-elle devenue si puissante? Cependant, à ce moment, Séréphina agit comme si elle ne reconnaissait pas Cédric et fonce droit sur lui. Cédric a du mal à lever son épée pour parer. Mais au moment où leurs lames s'entrechoquent, Séréphina s'effondre soudainement droit dans les bras de Cédric. Les joueurs explosent de rage. La sainte qu'ils se sont battus si durement pour protéger est maintenant dans les bras du méchant. À quoi bon se battre maintenant? Après la retraite des joueurs, Cédric ramène Séréphina au château. Il demande à Laurie de la soigner. Selon le diagnostic de Laurie, non seulement les organes internes de Séréphina sont gravement endommagés, mais son âme est également déchirée. Même si elle est guérie, il lui faudra beaucoup de temps pour se rétablir. En entendant cela, Cédric se sent affligé. Grâce au panneau du système, il peut voir que Séréphina a éveillé le pouvoir de sa lignée bestiale, ce qui a causé cela. Son attaque précédente contre lui était due au fait qu'elle a confondu le rêve avec la réalité. La protagoniste féminine portant de si lourdes responsabilités a vraiment la vie dure. Il se demande ce qui arrive au protagoniste masculin maintenant. À ce moment, Eden donne furieusement des coups de pied dans un cristal de résurrection. Cette fois, il a tout perdu, et sa réputation auprès des joueurs a chuté. Et plus important encore, son marionnettiste a décidé de l'abandonner. Après une si longue période de récupération, le cerveau de l'opération a déchiffré une partie des règles de ce monde. Il crée une fausse apparition de déesse pour donner de nouvelles quêtes principales aux joueurs afin de les inciter à soumettre d'abord les territoires bestiaux, puis à revenir soumettre le domaine de l'aigle une fois assez fort. Pendant ce temps, au domaine de l'aigle, Laurie s'agenouille docilement sur les genoux de Cédric en attendant la punition de son maître. Il s'avère que l'acte imprudent de Laurie de protéger Cédric plutôt l'a beaucoup inquiété. Il gronde Laurie pour avoir été trop impulsive. Pour éviter que cela ne se reproduise, Cédric décide de la punir comme il se doit. Cependant, non seulement Laurie ne se sent pas punie, mais elle devient encore plus excitée. Maître, Laurie veut. Cédric est sans voix. Il fait grand jour, et je veux dire juste le jour, ce n'est pas le moment pour ce genre d'activité nocturne. Que veux-tu? Mais Laurie s'en fiche. Son instinct de reproduction la pousse à sauter directement sur son maître et à le mordre immédiatement. Cédric panique. Instinctivement, il attrape la queue de Laurie. D'un simple contact léger, le corps de Laurie semble s'activer comme un interrupteur à vibration. Ses jambes en bas blanc s'agitent sauvagement. Maître, vous ne pouvez pas. C'est un endroit que seul un mari peut toucher. Vous devez prendre vos responsabilités envers Laurie. En entendant cela, Cédric devient encore plus excité. Oh, vraiment? Alors ne reprochez pas à ce jeune maître d'être brutal. Maintenant, pour punir sa petite servante, Cédric attrape sa queue et continue de la chatouiller. Laurie n'en peut plus. De la sueur parfumée mêlée de bave coule sur sa poitrine généreuse. Maître, j'admets que j'avais tort. S'il vous plaît, arrêtez. Voyant la petite servante implorer sa pitié, Cédric s'arrête enfin. À ce moment, Laurie sort un trèfle à 4 feuilles, disant que c'est un cadeau pour son maître. Elle espère qu'il aura plus de chance à l'avenir. Ému, Cédric l'examine de près et découvre qu'il est fait à partir de la fiole d'eau de vie qu'il a donnée à Laurie. Rougissante,
Laurie explique que cette potion était le premier cadeau que son maître lui a fait, alors elle l'a gardé tout ce temps. Cela dit, pourquoi portes-tu un trèfle à 3 feuilles autour du cou? Sont-ce des accessoires assortis? En entendant cela, Laurie rougit profondément. Laurie ne vous le dira pas. Sur ce, Laurie s'enfuit en rougissant. Cédric n'y pense pas plus et ouvre à la place le panneau du système pour réclamer ses récompenses de mission de méchant. Cette fois, la récompense est une pièce d'équipement de grade héroïque, le vêtement sacré de Vina. Bien qu'il soit limité aux utilisatrices, il peut transformer celle qui le porte en n'importe quelle forme désirée par l'hôte. L'esprit de Cédric est instantanément inondé de toutes sortes de filles bêtes, d'uniformes scolaires, de tenues de yoga, de jupes crayon. Il doit toutes les faire essayer à Laurie. Quant à Séraphina, elle peut simplement ne rien porter en dessous. En pensant à cela, Cédric peut à peine se contenir. Pendant ce temps, Séraphina, gravement blessée et inconsciente, se réveille. Cependant, elle ne peut toujours pas distinguer le rêve de la réalité. À ce moment, Cédric sort après avoir pris son bain. Séraphina est choquée. Comment puis-je voir le seigneur du domaine des aigles même dans mon rêve? Et ses abdominaux en tablette de chocolat sont si séduisants. Après une brève réflexion, Séraphina décide de se lancer. Elle se jette sur Cédric et le mord violemment. Le corps de Cédric tremble. Il l'immobilise au sol en retour. Reprends tes esprits. C'est la réalité, pas un rêve. Je ne te crois pas. Tous les grands menteurs dans mes rêves disent que c'est le monde réel. Cédric est sans voix. Très bien. Tu veux jouer à ce jeu? Sur ce, il mord également Séraphina. Séraphina a l'impression d'avoir été frappée par la foudre. La sensation qui parcourt son corps la ramène instantanément à la raison. Mais en se souvenant de ses actions précédentes, elle se sent immédiatement complètement honteuse. Juste à ce moment, Cédric reçoit également une notification de mission du système. Quête de suivi enlever la sainte déclenchée, humilier la sainte. Voyant cela, Cédric arbore soudain un sourire malicieux. Maudit système. Tu me comprends vraiment. Sur ce, il lui serre fermement un point sensible. Le corps délicat de Séraphina tremble, et par réflexe, elle gifle violemment Cédric. Juste à ce moment, on frappe soudainement à la porte. Maître, êtes-vous dans votre chambre? Laurie entre. Au moment où Cédric s'apprête à devenir intime avec Séraphina, Laurie pousse la porte et entre. Cédric est surpris, mais en se retournant, il découvre que Séraphina a disparu. Cependant, l'odorat fin de Laurie n'a besoin que d'un léger reniflement pour deviner que Séraphina était là. Cédric ment rapidement en disant que Séraphina ne pouvait pas distinguer la réalité des rêves, alors il l'a aidée. Ce qu'il ignore, c'est que Séraphina se cache à l'extérieur de la fenêtre comme une amante coupable, gelant dans le vent froid sans aucune issue. Pendant ce temps, dans la chambre, Laurie commence à faire des siennes. Maître, le vêtement sacré de Vénus que vous m'avez donné est si confortable. J'ai l'impression de ne rien porter du tout. Vous ne me croyez pas? Regardez. Sur ce, elle se transforme, et sa tenue de servante devient un pull noir. Laurie bombe le derrière en s'appuyant sur la table. Maître, ce pull a le dos nu. Est-ce que Laurie est jolie comme ça? Cela fait que Cédric écarquille les yeux. Il dit rapidement à Laurie de se tenir correctement. Laurie tire la langue avec un sourire malicieux. Maître, un jour, Laurie aura autant de forme que Madame Chris, alors vous devez m'attendre. Réprimant ses pensées criminelles, Cédric persuade rapidement Laurie d'aller dormir. Après avoir terminé tout cela, Cédric, surchauffé, prévoit d'ouvrir la fenêtre pour prendre l'air froid et se rafraîchir les idées. Qui aurait cru qu'à peine regarde-t-il dehors, il voit Séraphina presque gelée comme un glaçon. C'est quoi ce bordel? Tu n'as pas passé toute la nuit dehors, n'est-ce pas? À ce moment, Séraphina se fiche de tout le reste. Elle se jette dans les bras de Cédric, sentant la chaleur de son corps. Le regard de Séraphina devient quelque peu trouble. Juste à ce moment, Godric fait à nouveau irruption au mauvais moment pour Cédric. Cédric est sur le point d'exploser de colère. Pourquoi est-ce toujours toi à chaque fois que je suis excité? Il s'avère que Godric est si pressé parce qu'un envoyé secret est arrivé de la capitale royale. Après l'avoir reçu, l'envoyé Alan rapporte que le roi est mourant et que le pape complote pour s'emparer du royaume. La capitale royale est déjà assiégée par l'armée de la Sainte Église. Et en à peine une semaine, ils ont réussi à tuer plusieurs chevaliers du ciel de la Légion royale. L'armée du roi est maintenant au bord de l'effondrement. Plus important encore, le demi-frère du seigneur Cédric, Etli, a déjà pris le parti de la Sainte Église. Il complote maintenant pour attaquer le domaine des aigles afin de tuer Cédric et d'éliminer les problèmes futurs. En entendant cela, Cédric se met à réfléchir. Pourquoi tant de gens convoitent-ils ce fichu domaine des aigles? Serait-ce à cause des demi-humains qui s'y trouvent? À ce moment, Alan sort une lettre et la tend à Cédric en disant que ce sont toutes les informations qu'ils ont recueillies dans la capitale royale, et que tout est lié aux demi-humains. En entendant cela, Séraphina devient agitée. Cédric ouvre lentement la lettre. Dessus sont clairement écrits les mots Projet Paradis. Il s'avère que le Projet Paradis que Cédric voit est le plan diabolique de la Sainte Église pour capturer des jeunes filles. Il jette de jeunes filles à des hommes brutaux pour qu'ils les maltraitent, utilisant cela pour créer les chevaliers templiers qu'ils désirent. Mais en raison des faibles taux de conversion, ils ont maintenant intensifié leur méthode. À ce moment-là, Cédric reçoit soudainement une mission du système. L'hôte a activé la mission de niveau 4, capturer des esclaves hommes-bêtes et mettre en œuvre le pacte d'esclavage des hommes-bêtes. Digne. Sainte Séraphina détectée vivante.
Mission mise à jour. L'hôte doit seulement accomplir la capture des esclaves Zombet. C'est un complot mortel. Hôte, veuillez vous préparer. Cédric ne s'attendait pas à ce que la mission du système change à cause de la Sainte. Cependant, ne pas avoir à mettre en œuvre le pacte d'esclavage des Zombet est en fait une bonne chose. Mais à ce moment critique, que ce maudit système lui dise de capturer des femmes Zombet, cela ne ferait-il pas de lui le grand méchant des Zombet? À l'origine, il avait prévu que la Sainte rallie les Zombet pour qu'il rejoigne ses forces. Maintenant, il semble que ce plan soit complètement tombé à l'eau. À ce moment-là, Seraphina tombe soudainement à genoux. Seigneur, s'il vous plaît, sauvez les Zombet. Si vous pouvez les sauver, je ferai n'importe quoi pour vous. En entendant cela, l'intérêt de Cédric est piqué. Vraiment? N'importe quoi. Sentant ses doigts parcourir son corps, le joli visage de Seraphina rougit vivement, momentanément désemparé. Il s'agit juste de m'offrir. N'est-ce pas? Pour mon peuple Zombet, je le ferai. Pendant ce temps, la succube Sia a également trouvé le protagoniste, Eden. Eden est maintenant très résistant à ses démons. Après tout, la dernière fois, il s'est fait sévèrement avoir par le démon des abysses. La succube bomba le torse, doux et plein. Ses jambes en bas noires se croisèrent l'une sur l'autre. Eden, ne sois pas en colère. Nous sommes très sincères à propos de cet accord. Pourquoi ne pas jeter un œil d'abord? Sia sourit de manière séduisante. Elle agite légèrement la main au-dessus de la table alors qu'une lumière magique rouge foncée vacille. Une longue épée scintillant d'une lueur démoniaque apparaît sur la table. Si tu acceptes de coopérer avec nous, cette épée est à toi. Et Sia se tortille timidement, son corps voluptueux. Même si tu voulais Sia, j'accepterais. Eden jette un coup d'œil à la longue épée et lance un sort d'identification. Batelquin, la lame démoniaque du grand maître. Infusée d'énergie démoniaque, cette lame acquiert un tranchant surnaturel, lui permettant de fendre l'aura de combat et les barrières magiques. Elle exerce un puissant effet de suppression sur les bénédictions basées sur la lumière. Note, à partir du moment où la reine de bataille se lie à son porteur, elle doit consommer une âme pure tous les 7 jours. Sinon, elle déchirera l'âme de son porteur pour se sustenter. Eden est intrigué après avoir analysé les stats de l'épée démoniaque. Sans aucune tentative de percée restante et seulement un 7 du fou de grade maître à son nom, il lui manque une arme à la hauteur de son vrai calibre. La lame est une solide trouvaille, et les inconvénients sont gérables. Quant aux âmes, il peut juste les récolter sur quelques bêtes au hasard, une belle lame. Alors, quel est votre prix? Voyant l'intérêt des Eden, Sia sort le grand jeu, se déhanchant de sa taille fine. Elle se glisse sur ses genoux et croise son regard avec un sourire séducteur. C'est simple, ronronne-t-elle. Nous avons besoin que tu nous livres régulièrement des Zombet au portail de téléportation abyssale. Nous avons une utilité pour eux. Sans hésiter, Eden pose librement ses mains sur la taille de Sia et demande avec curiosité, pourquoi avez-vous besoin de tant d'Zombet? Puisque tu veux savoir, je vais te le dire. Nous avons découvert que les Zombet portent un pouvoir divin en eux. Les capturer n'est qu'une simple question d'extraction. D'accord. J'accepte, mais les conditions ne sont pas suffisantes. Ajoutez une paire de généraux démons cornus. J'ai besoin de plus de puissance pour frapper les tribus Zombet. Qui aurait pu imaginer? La sainte pure et noble des Zombet, réduite à n'être que la servante personnelle de cet homme. Tout a commencé lorsque Cédric a conclu un pacte avec la sainte. Il aiderait à sauver les Zombet, mais seulement si elle devenait sa servante, et elle devrait obéir à chacun de ses ordres sans discuter. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que le tout premier ordre de Cédric serait de capturer des Zombet. Elle sait que Cédric fait cela pour empêcher les Zombet de tomber dans le projet paradis de la Sainte Église, mais voir son propre peuple se faire traîner par des soldats. Son cœur se serre tout de même. Après avoir laissé la ville de l'Aube aux soins de Seraphina, Cédric se dirige vers Greystone, accompagné de Laurie, le fief du prince héritier lui-même. Le roi étant mort, Cédric, en tant que seigneur, a été invité à assister au conseil sur la suite des événements. Dès leur arrivée à Stone City, Cédric est frappé par la grandeur d'une véritable métropole. On voit des mages partout où l'on regarde, et même les nobles jouent à des jeux bien plus débridés que lui. Les Zombet sont tenus en laisse comme des animaux de compagnie, se promenant dans les rues comme si c'était parfaitement normal. Bientôt, Cédric se retrouve face à l'homme derrière tout ça. Le prince héritier Belfrin préside en bout de table dans la salle solennelle du château de Greystone, jetant un regard panoramique sur les seigneurs assemblés avant de laisser son intendant annoncer l'état du royaume. Le roi est mort, et l'empire de Corlon ne compte plus un seul maître de rang légendaire en son sein. Pire encore, le pape est déjà en train d'agir, avide de s'emparer du trône et de devenir l'unique dirigeant de l'empire. Les paroles de l'intendant frappent comme un gourdin le crâne de chaque noble dans la pièce. Sans un maître de rang légendaire, l'empire perd son pouvoir de dissuasion sur ses voisins. Et il ne s'agit pas seulement des royaumes humains environnants qui guettent leur chance. L'empire ORC ne restera pas inactif non plus. Quand le nid s'effondre, aucun œuf ne survit. Si l'empire de Corlon tombe sous une invasion étrangère, ses seigneurs seront les premiers à en pâtir. Alors que la panique commence à se répandre dans la salle, le prince héritier Belfrin coupe court au brouhaha. Il souligne que bien que le pape ait été minutieux dans ses préparatifs, anéantir la capitale et saper les fondations de l'empire prendra encore du temps. Et pendant ce temps, il a déjà forgé une alliance avec un groupe d'étrangers qui peuvent ressusciter à l'infini.
Ils aideront à briser les forces les plus nombreuses et essentielles de la Sainte Église. Cédric est complètement abasourdi. Des étrangers qui ressuscitent à l'infini, ce ne peuvent être que les joueurs. Qu'est-ce que ces débutants font si loin? Ne devraient-ils pas être encore coincés dans le village de départ? Effectivement, l'instant d'après, une faction de joueurs dirigée par Petite Grenouille entre directement dans la salle. Cédric est sans voix. Le prince héritier doit vraiment être à court d'options pour s'associer avec cette bande de boulets. Après la fin de la réunion, Petite Grenouille retrouve Cédric. J'ai entendu dire que le seigneur du domaine des aigles a capturé des hommes bêtes en masse dernièrement. Nous voulons savoir pourquoi, Cédric ricane. Si je vous disais que je les protégeais, me croiriez-vous? Si je vous disais que la Sainte Église fait des expériences sur les hommes bêtes, le croiriez-vous aussi? 2 bombes d'affilée laissent les joueurs sous le choc, mais Cédric n'a aucun intérêt à perdre du temps avec eux. Il les bouscule et sort sans un mot de plus. Mais à l'instant où il retourne dans sa chambre, une invitation du prince héritier arrive. Cédric rit en lui-même. Ce type pense-t-il vraiment qu'il est déjà le roi? Bon, autant aller voir ce qu'il manigance. De retour dans sa chambre, Cédric entraîne Laurie dans un long baiser passionné. Tous les autres seigneurs sont venus à Greystone pour une réunion, mais Cédric est venu pour un tout autre genre d'affaires. Après une nuit sauvage et passionnée, le serviteur du prince héritier arrive pour annoncer que son maître est prêt à le voir. Il ajoute que la servante est la bienvenue pour l'accompagner. En entrant dans la chambre du prince héritier, Cédric est sincèrement surpris. Une jeune elfe est à 4 pattes sur le sol, utilisée comme repose-pied. Le prince écrase son talon sur elle de temps en temps, juste parce qu'il le peut. Remarquant la curiosité de Cédric, le prince héritier explique que cette jeune elfe s'était autrefois infiltrée seule dans le château, assassinant plus de 80 soldats et 2 chevaliers de la terre. Après sa capture, elle a seulement été fouettée pendant un mois, sinon laissée intacte. Sa magie a été scellée. Si Cédric est intéressé, le prince est ouvert à un échange. En plus de cela, il accordera une requête supplémentaire, territoire, armes, troupes, tout est possible. Cédric ravale sa fureur et réussit à afficher un sourire calme. Mes excuses, votre Altesse. Nous avons tous nos préférences, mais je tiens à ma servante. Sans elle, je serais assez perdu. Le prince héritier lève un sourcil, bien qu'il se reprenne rapidement. Donc le seigneur du domaine des aigles a ce genre de goût. Peu importe, l'esclave elfe est toujours à vous. Cédric s'apprête à décliner avec grâce. Entièrement. Il n'a aucune idée de ce que le prince manigance vraiment, mais Laurie regarde la jeune elfe tremblante avec une profonde et silencieuse tristesse dans les yeux. Quelque chose s'éveille au plus profond du sang de Laurie, un chagrin féroce et inexplicable. Le prince héritier semble lire en Laurie comme dans un livre ouvert et sourit chaleureusement, demandant à Cédric s'il ne devrait pas envisager de faire quelque chose pour sa chère petite servante. Il est évident que la servante de Cédric veut désespérément cette elfe. Cédric jette un regard à Laurie, toujours perdu dans son chagrin, puis à la misérable jeune elfe, et pousse un soupir silencieux. Alors j'accepterai avec gratitude le généreux cadeau de votre Altesse. Pendant ce temps, certains hommes bêtes, incapables de comprendre pourquoi Cédric les a rassemblés, ont commencé à fuir vers la ville de Crépuscule d'Ivée où la Sainte Église règne. L'endroit est connu comme un paradis pour les hommes bêtes et est l'un des bastions clés de la Sainte Église pour le projet Paradis. Mais chaque homme bête qui y entre est aveuglé par l'illusion d'une vie parfaite, ignorant qu'un complot bien plus sombre se trame discrètement. Cédric attache la jeune elfe à sa monture oiseau géante et prévoit de rentrer d'abord chez lui avec Laurie. Mais à peine à mi-chemin du vol, une notification de quête apparaît. Tuer Ève. Détruire le paradis des hommes bêtes. Laisser au moins 100 joueurs avec un traumatisme psychologique durable. La ville de Crépuscule d'Ivée a déjà activé le projet Paradis. Une femme nommée va rassembler les hommes bêtes sur la place de la ville, se préparant à commencer un sacrifice rituel massif. Les joueurs qui réalisent ce qui se passe se précipitent pour passer le mot, mais il est déjà trop tard. Alors que tout le monde sombre dans le désespoir, un oiseau géant déchire le ciel. Cédric atterrit, l'épée la première, faisant une entrée d'enfer. En un clin d'œil, il décime les soldats qui chassent les hommes bêtes. Les joueurs se précipitent pour remercier le seigneur du domaine des aigles pour son héroïsme, mais Cédric sourit comme un méchant. Il enfonce son épée droit dans la poitrine d'un joueur. Allez, je suis venu ici avec une mission. Vous ne pouvez pas partir traumatisé sans un petit avant-goût de gentillesse, n'est-ce pas? En même temps, Ève apprend que le périmètre extérieur est attaqué. Elle ordonne immédiatement à ses hommes de réveiller la reine des glaces et envoie un appel de renfort au pape. De l'autre côté de la ville, les joueurs chargent, pleins de confiance. Quand une femme d'une beauté saisissante se met sur leur chemin, son air délicat et enchanteur désarme complètement les débutants en quelques secondes. Quand elle se penche pour un baiser, le débutant est tellement envoûté qu'il répond au baiser. Mais la seconde d'après, la femme éclate d'un rire moqueur. Stupide humain. Merci pour ton énergie. Maintenant, ressens la fureur glaciale qui brûle en moi. C'est exact. Ce n'est nul autre que la reine des glaces de classe démon elle-même. Alors qu'un vent glacial hurle, les joueurs sont instantanément gelés, transformés en statues de glace solide. À ce moment critique, Cédric se libère de ses entraves et charge droit sur la reine des glaces, l'épée pointée. La reine des glaces part quelques coups avant d'être projetée au sol. Réalisant qu'elle n'est pas de taille, elle change de tactique et essaie sa technique de séduction. Cédric se contente de rire et lui enfonce son épée droit dedans sans la moindre hésitation.
Désolé, ma belle. Tu es un peu trop froide à mon goût. Je préfère la chaleur. La Reine des Glaces vaincue, Cédric traque le boss final. Le pouvoir d'Eve dépasse de loin celui de la Reine des Glaces. Sa maîtrise du feu dévie sans effort chacune de ses attaques. Mais la pire erreur que Eve ait jamais commise fut de réveiller la Reine des Glaces. Quand Cédric a abattu la Reine des Glaces, il a récupéré le cœur gelé de son corps, et cet objet est le contre parfait à l'affinité de feu d'Eve. Eve panique. Elle active un parchemin de téléportation magique sans hésitation. Je me souviendrai de vous, seigneur du domaine des aigles. Lavez-vous bien le cou et attendez la marche de fer de mon maître. Sur ce, elle disparaît de la vue de Cédric en un instant. L'église tombe d'un seul coup d'épée de Cédric, mais les choses sont loin d'être terminées. N'oubliez pas qu'il y a encore une foule de joueurs complètement déconcertés dehors, attendant que Cédric leur inflige leur raclée psychologique pour accomplir sa mission de système de méchant. Cédric traque chaque joueur dans la ville de Crépuscule d'Ivée et les renvoie tous au niveau 0. Et pendant qu'il y est, il repart avec toute leur monture et leur équipement. De retour dans le domaine des aigles, Cédric découvre qu'une vague d'hommes bêtes a déferlé sur la ville pendant son absence. Séraphina s'approche avec une expression troublée sur le visage. Elle dit à Cédric que malgré tous ses efforts pour expliquer le complot de la Sainte Église, très peu d'hommes bêtes la croient vraiment. Juste à ce moment, une éclaboussure jaillit de la piscine derrière Cédric. Il se retourne et trouve un groupe de sirènes. Les yeux de Cédric s'illuminent d'excitation. Il est sincèrement impressionné. Il ne s'attendait pas à ce que Séraphina soit si attentionnée, au point d'organiser quelque chose d'aussi exotique. Mais à l'instant où la jeune sirène pose les yeux sur Cédric, elle transforme sa queue en jambe, bondit hors de la piscine et crie à plein poumon, ce type terrifiant est de retour. Cédric est abasourdi. Il n'a même encore rien fait. Pour apaiser les craintes des bestians, il demande à Séraphina de tous les rassembler. Les bestians sont complètement désorientés. La sainte s'est-elle vraiment soumise au seigneur du domaine des aigles? Cédric les regarde murmurer entre eux, puis annonce avec un grand sourire qu'il a réuni tout le monde pour deux raisons. Premièrement, j'ai une dure vérité à vous révéler. Deuxièmement, je vais tester les capacités de chacun d'entre vous. Réussissez le test et vous aurez un travail ici. Échouez et vous recevrez tout de même une parcelle de terrain. Voilà un coup bien joué, transformez chaque bestian en un pion utile. Le seigneur du domaine des aigles sait vraiment comment jouer. Cédric annonce à la foule qu'il promulguera une loi pour protéger les droits et la sécurité de tous les bestians, puis révèle calmement qu'il a personnellement rasé la ville de Dusquinter, mais les bestians n'ont que faire des terres ou des lois. Il se retourne contre Cédric, le blâmant d'avoir détruit leur paradis. Cédric évite la discussion et fait signe à ses hommes d'amener les survivants bestians sauvés de la ville de Dusquinter. Avec le témoignage des leurs, les bestians commencent lentement à accepter les paroles de Cédric. Satisfait que la situation soit sous contrôle, Cédric laisse l'organisation des tests à Séraphina. Et ainsi, pendant que Laurie le masse, Cédric commence à tester les bestians un par un. Mais pour éviter que cela n'empiète sur sa soirée avec Laurie, Cédric fabrique un orbe de cristal spécial, qui amplifie la portée de sa perception de l'essence primale. Alors que Cédric libère son aura intérieure, toute la place est instantanément baignée d'une lumière dorée. La vague écrasante d'essence primale plonge les bestians femelles dans une frénésie sauvage. Même les bestians mâles ne peuvent s'empêcher de vouloir se rapprocher de lui. Cédric lève les yeux au ciel, frustré. Sérieusement, qu'est ce qui ne va pas avec eux? Pas un seul éveillé dans tout le lot? À ce moment précis, une vague d'énergie semblable à une éruption volcanique explose juste derrière Cédric. Il se retourne et découvre que c'est Nina, la fille qui l'a ramené, et elle n'est pas la seule. Le bassin à côté d'eux entre en éruption avec des vagues déferlantes alors que la sirène s'éveille également à son pouvoir de lignée. Après une matinée entière de sélection, seuls 2 des 800 bestians se sont éveillés, un taux ridiculement bas, mais tous deux montrent un potentiel énorme. Cédric demande aux deux filles ce qu'elles ont vu pendant le réveil. Bubble, la sirène, lui dit qu'elle a vu une vaste tempête océanique et des navires engloutis par les vagues. Cédric y réfléchit et décide de la poster pour l'instant à la fontaine sur le balcon du 2e étage. Quand elle entend qu'elle aura un travail et ne sera pas traînée dans un filet de pêche, Bubble s'illumine immédiatement. Puis Nina s'avance, disant qu'elle a vu des volcans, des terres désolées, le fond de l'océan, et toutes sortes de pierres. Cédric est un peu déconcerté, donc ses futures capacités vont consister à lancer des rochers, à écraser des rochers. Après réflexion, Cédric décide de confier à Nina la charge des jeunes bestians pour l'instant, jusqu'à ce que ses capacités deviennent plus claires. Une fois ces 2 cas réglés, Cédric s'occupe d'installer les autres. Il demande à son intendant Alfred de répartir les nouveaux logements et d'organiser 3 jours de repas gratuits pendant que tout le monde est enregistré et affecté à un travail selon ses compétences. Alfred hoche la tête. Mais il y a un problème. Ils n'ont plus d'argent, gémit Cédric. Avant que les bestians ne soient complètement installés, il n'y a pas de retour sur investissement. Gérer une œuvre de charité coûte cher. Il n'y a pas à tortiller. Puis un éclair de génie le frappe. Attendez. Si cette charité profite à tout le domaine, pourquoi le Seigneur devrait-il être le seul à payer la note? Cédric ordonne à Alfred de rassembler tous les riches marchands de la ville demain. Il est temps de les plumer sérieusement. Après une journée bien remplie, Cédric retourne dans sa chambre, prêt à enfin se reposer. Mais au moment où il entre, la jeune elfe lui tend une embuscade. Cédric la désarme d'un contre rapide et la plaque brutalement contre le mur. C'est étrange.
Je t'aille tiré des mains de ce prince héritier sadique. Je n'attends même pas ta gratitude, mais tu me remercies avec une embuscade ?» Tout en parlant, Cédric active sa compétence d'inspection pour vérifier ses stats, et ce qu'il trouve le laisse bouche bée. Cette fille nommée Aesleria est la seconde princesse de la cour royale elfique. Immobilisée et furieuse, Aesleria réplique. « Vous avez envahi ma patrie en premier. Je vous tuerai jusqu'au dernier. » Cédric en a assez de servir de bouc émissaire pour rien. Il pointe un doigt vers elle et s'emporte. « As-tu perdu la tête? Je ne sais même pas où se trouve ta patrie, alors comment l'aurais-je envahi ?» Pendant un instant, Aesleria ne trouve pas ses mots. Puis Cédric repère quelque chose qu'il avait manqué, balise elfique activée. Quest ce que c'est que ça? Dès qu'elle entend Cédric dire balise elfique, Aesleria pâlit. Comment connais-tu la balise elfique? Cédric renonce à obtenir une réponse directe d'elle et demande directement au système du méchant, Quest ce que cette balise. Le système explique que c'est une rune magique qui permet à la royauté elfique de se suivre dans un certain rayon, un GPS vivant, en gros. Cela fait sortir Cédric de ses gonds. Il pourrait la transpercer de son épée sur le champ. Cette fille a appelé des renforts dans son dos. Il demande au système si elle peut être désactivée. La réponse est oui, mais l'emplacement doit d'abord être trouvé. Pour éviter d'être détecté, la balise elfique est généralement inscrite sur le coccyx ou le bas-ventre. Un sourire malicieux se dessine sur le visage de Cédric. Il ne perd pas de temps à écarter ses vêtements, et bien sûr, juste sur le bas-ventre d'Aesleria se trouve une rune magique rougeoyante. Cédric appuie dessus et marmonne, donc ce truc doit être éteint à la main. À ce moment précis, Laurie entre avec un plateau d'eau et se fige. Voyant ce que Cédric fait, elle se retourne pour partir. Cédric lui attrape le bras et cherche une explication. La jalousie de Laurie se lit sur son visage boudeur. Tu n'as pas besoin de te justifier. Avec qui tu choisis de passer la nuit, ce sont tes affaires. Laurie n'est qu'une servante. Ce n'est pas à moi de juger. Cédric rit maladroitement et insiste sur le fait qu'il essaie seulement de désactiver la balise elfique. Laurie s'approche d'Aesleria, pas entièrement convaincue, mais Aesleria est rusée. Elle désactive discrètement la balise elle-même, puis se penche et chuchote à l'oreille de Laurie qu'elle ne faisait que livrer de la nourriture. Et au moment où elle est entrée, Cédric lui a arraché ses vêtements. Loin de se mettre en colère, Laurie répond avec une conviction totale, c'est absolument quelque chose que mon maître ne ferait jamais. Cédric sourit pour lui-même. Il semble que Aesleria ait besoin d'une bonne leçon. Il pince la bouche d'Aesleria pour l'ouvrir et y glisse une pilule rouge. Les yeux d'Aesleria s'écarquillent de panique. Qu'est-ce ce que tu viens de me faire avaler? Du poison, bien sûr. Tu ne me crois pas. Regarde ton bras. Est-ce qu'il gonfle et devient rouge? En voyant le visage d'Aesleria se décomposer dans une panique totale, Cédric sourit agréablement et l'informe qu'à partir de maintenant, si jamais elle dépasse les bornes, il laissera la pourriture consumer tout son corps de l'intérieur. Laurie a l'air perplexe. Pourquoi le maître est-il si impitoyable? Cédric lui dit que cette femme vient du camp du prince héritier, et qu'il est impossible de savoir pourquoi elle est vraiment là. Laurie admet que c'est un peu étrange. Quand elle a touché Aesleria pour la première fois au château, des images fugaces lui ont traversé l'esprit. Mais depuis son retour des appartements du prince héritier, elle ne se souvient plus de ce que c'était. Cédric dépose un doux baiser sur le front de Laurie et lui donne des instructions précises. À partir de maintenant, elle reste avec toi. Fais en sorte que Madame Chris lui confectionne une tenue spéciale, une qui laisse la balise elfique exposée en permanence. Elle n'est autorisée à se déplacer qu'à cet étage. Cédric dit qu'il n'y a pas de temps à perdre. Fais-le maintenant. Il dit aussi à Laurie d'emmener Séraphina avec elle, car il se fait tard et ce n'est pas sûr de sortir seul. Laurie conduit alors Aesleria vers la chambre de Séraphina. En chemin, Aesleria demande à Laurie si elle est une elfe sylvestre. Elle peut sentir le pouvoir de la nature émaner d'elle. Un elfe sylvestre est l'une des branches de l'ancienne lignée elfique. Seuls les semi-humains qui ont éveillé leur pouvoir de lignée peuvent porter ce titre. Tous les autres ne sont que de simples imitations d'elfes inférieurs. Laurie n'a aucune envie de discuter. Elle déclare froidement qu'elle n'est rien de plus que la servante personnelle du Seigneur, et que c'est le seul titre qu'elle détient. Aesleria refuse de laisser tomber, attrapant le bras de Laurie et insistant pour avoir des réponses. Laurie la foudroie d'un regard de pur dégoût. Au fait, tu as dit que tu livrais de la nourriture, mais je n'ai pas vu un seul plat. Ce que j'ai vu, c'est la lampe brisée près de la porte. Mon maître me cache certaines choses, mais il ne m'a jamais menti une seule fois. Toi, par contre, nous t'avons sauvé, et au lieu de gratitude, tu rôdes en causant des problèmes. C'est ma supplique qui l'a convaincu de te ramener. Alors si jamais tu fais quoi que ce soit pour nuire à mon maître, je te tuerai moi-même. L'avertissement est passé. Laurie frappe à la porte de Séraphina. Pour être honnête, Laurie n'est pas non plus très chaleureuse envers cette femme. Cédric a été bien trop généreux avec elle au goût de Laurie. Après une courte attente, Séraphina ouvre la porte, une légère lueur de sueur sur sa peau. Qu'y a-t-il, Laurie? Cédric avait besoin de quelque chose? Au moment où Séraphina prononce le nom de Cédric, Laurie ressent une pointe d'irritation. Le maître vous demande de venir avec moi et cet elfe voir Madame Chris. De plus, j'ai quelques questions à vous poser. Séraphina, êtes-vous amoureuse du maître? La franchise de Laurie prend Séraphina complètement au dépourvu. Elle avait toujours su que cette confrontation arriverait un jour, mais jamais si ni de manière si directe.
J'ai des sentiments pour Cédric, mais c'est à cause du rêve, n'est-ce pas? Laurie l'interrompt avec une jalousie à peine dissimulée, exigeant de savoir exactement ce qui s'est passé entre Sérafina et Cédric dans ce rêve. Sérafina panique. Comment est-elle censée dire ça à voix haute? Elle ne peut certainement pas décrire ce que Cédric lui a fait dans ce rêve. Après un bref conflit intérieur, Sérafina croise les bras et dit qu'elle ne pense devoir cette réponse à personne. Laurie refuse de céder. Elle prévient Sérafina de garder ses distances avec Cédric car c'est elle qui, un jour, aura ses enfants. Sérafina est en proie au trouble. Toute sa vie a été vécue pour l'Église. Elle n'a jamais rien eu qui lui appartienne vraiment. Maintenant qu'elle a enfin des sentiments qui n'appartiennent qu'à elle, peut-elle vraiment les laisser mourir en silence? Elle accule Laurie dans un coin, rassemble tout son courage et murmure férocement, c'est tellement injuste. J'ai déjà vu Cédric être proche de toi tant de fois. Tu veux savoir ce qui s'est passé dans le rêve? Alors je vais te le dire. Dans ce rêve, pour avoir un enfant, Cédric a fait 17 395 rounds avec moi. Le regard de Laurie devient vide. Les larmes montent instantanément et débordent. Ce n'est pas juste. Une fois la vague d'hystérie passée, Laurie se retourne pour partir, mais Sérafina la rattrape. Tu as tout à fait raison. Ce n'est vraiment pas juste. Parce qu'en réalité, tu es la seule qui a été proche de lui. Ce soir, je vais découvrir exactement ce que ça fait. Sur ce, elle attire Laurie à elle et presse ses lèvres sur le point le plus sensible de Laurie. Le son des cris haletants de Laurie résonne dans tout le château. Cédric est assis dans son bureau et marmonne, perplexe. Il aurait juré qu'il venait d'entendre la voix de Laurie. Ça ne devrait pas être possible. Cet étage et la salle de réunion en dessous sont tous deux recouverts des meilleurs matériaux d'insonorisation. Ce doit être la fatigue qui le gagne. Des hallucinations auditives. Totalement inconscient de ce qui se passe dehors, Cédric est plongé dans la loterie du système de méchants. Ayant terminé ses récentes missions du système de méchants, Cédric a gagné un tour à la loterie. Contre toute attente, ce tour déclenche un bonus critique. Ses soldats mortes vivantes existantes sont améliorés en cavalerie fantôme de l'effroi. Une aura sinistre s'infiltre dans la pièce. Alors que 10 cavaliers morts-vivants sur des chevaux noirs se matérialisent devant lui, Cédric vérifie leurs statistiques et commence immédiatement à s'inquiéter. Si la Sainte Église venait à apprendre leur existence, elle enverrait des anges pour l'anéantir en un instant. Pour l'instant, avant de pouvoir leur forger une armure digne de ce nom, il devra les garder cachés. Une fois cela réglé, Cédric est enfin prêt à dormir un peu. Mais au moment où il sort, il trouve Laurie debout, un air de grief sur le visage. Après l'avoir écouté, Cédric apprend ce qui s'est passé entre elle et Sérafina. Cédric rassure Laurie en lui disant que même s'il a fait près de 20 000 rounds avec quelqu'un dans un rêve, rien de tout cela n'était réel. Ce soir, dit-il, il est temps de le rendre réel. Laurie tremble d'excitation et plaque Cédric sur le lit. Ils passent tous les deux la nuit dans un abandon sauvage et passionné. Quand tout est fini, Cédric serre Laurie contre lui et s'endort d'un sommeil profond et satisfait, mais il s'est à peine assoupi qu'une queue duveteuse contre son cou le réveille en sursaut. Il lève les yeux et trouve Sérafina penchée sur lui dans sa chemise de nuit. Elle se penche et souffle doucement contre son oreille. « Je te veux, s'il te plaît. » Puis elle le pousse doucement et le fait rouler sur le dos. « Tu aimes cet endroit, n'est-ce pas ?» Et elle guide sa main vers son endroit le plus doux. Le corps de Cédric hurle. Sérieusement, qui pourrait résister à ça? Il fait désespérément le mort et prétend dormir. Mais Laurie se met à respirer doucement contre son autre oreille, le poussant à la limite. Il est fichu. Cette nuit va le pousser dans ses derniers retranchements. Il est loin de se douter. Toute cette scène a été arrangée par Sérafina et Laurie ensemble. Le lendemain, Cédric entre dans la salle du conseil d'un pas chancelant. Si aujourd'hui n'était pas le grand jour pour se faire de l'argent, il serait resté au lit sans hésiter. N'est-ce pas? Alfred l'avait prévenu que le trésor était presque à sec, alors il avait jeté son dévolu sur les riches marchands. Voyant que tout le monde est arrivé, Cédric va droit au but. Il a récemment développé un tout nouveau produit appelé parfum. Il a l'intention de l'introduire sur le marché aristocratique. Les marchands de ce monde n'ont jamais rien vu de tel, et leur curiosité est impossible à cacher, une seule bouffée, et ils ont l'impression de traverser un champ de fleurs en pleine floraison. Voyant tout le monde captivé, Cédric expose son modèle économique. Il demande à Laurie de distribuer la proposition qu'il a préparée. Les agents sont classés d'1 à 5 étoiles. Plus le rang est élevé, plus les droits de distribution sont importants, et plus la réduction d'impôts qui l'accompagne est généreuse. Et pour gravir les échelons, les marchands doivent investir d'avance auprès de Cédric. Cette manœuvre laisse toute la salle de vache aller véritablement stupéfaite, mais face à l'attrait irrésistible du marché du parfum. Beaucoup d'entre eux ouvrent leur bourse sans hésitation. Tout le monde ne paie pas pour une place 5 étoiles, mais cette tournée remplit quand même les coffres de Cédric au-delà de ses espérances. Une fois les affaires terminées, il se dirige vers le balcon pour prendre des nouvelles de Bubble dans sa fontaine. Depuis qu'elle est postée ici, elle travaille aux côtés du guerrier des flammes infernales. C'est un compagnon difficile, mais il la laisse toujours toute rouge. À la vue de Cédric, Bubble s'illumine d'excitation. En vérité, Cédric est venu pour qu'elle tente une nouvelle immersion dans l'essence primale afin de voir si sa lignée de semi-humaine peut s'éveiller davantage. Bubble joint ses mains et se concentre de tout son cœur. Cette fois, la vision qui lui vient est différente. Dedans, son peuple perd la vie et sombre au fond de l'océan. Son père apparaît,
l'exhortant à fuir. Bubble se réveille en sursaut, et à travers la vision qui s'estompe, elle saisit à peine les derniers mots de son père, « Fuis. Ne deviens pas un réceptacle des dieux. » Au moment où les mots quittent ses lèvres, ses yeux se révulsent et elle s'effondre. Cédric se précipite vers elle. Il vérifie son panneau de statut. L'éveil de Bubble est terminé. L'effondrement était simplement dû à l'épuisement après un éveil réussi. Mais que voulait-elle dire exactement? Réceptacle des dieux. Serait-ce lié au pouvoir divin des semi-humains? Cette pensée provoque un éclair de lucidité dans l'esprit de Cédric. Bien sûr. Les dieux ne peuvent pas se déplacer sur le plan matériel du continent de Cain. Ils sont liés à leur propre royaume divin. Mais dans leur soif d'adoration et de pouvoir divin accru, certains dieux ne reculeront devant rien pour trouver un moyen de descendre dans le monde des mortels. Et les semi-humains qui portent un pouvoir divin sont exactement le genre de réceptacle qui rend cela possible. Pas étonnant que les royaumes des semi-humains aient été ciblés. Tout cela pour voler l'essence divine et compléter leur noyau divin. Si sa théorie se confirme, alors les semi-humains qui ont éveillé le pouvoir de leur lignée seraient les réceptacles parfaits que les dieux se disputeraient. Laurie passe son bras sous le sien et lui demande doucement à quoi il pense. Avant même que Cédric puisse parler, Séraphina se presse contre lui de l'autre côté pour ne pas être en reste. En les regardant toutes les deux à ses côtés, Cédric sent la tension quitter sa poitrine. Quelles que soient les intentions des dieux, tant qu'il respirera, il ne permettra jamais aux semi-humaines qui l'entourent de devenir le réceptacle de qui que ce soit. Les choses deviennent rapidement très tactiles. Séraphina est complètement submergée. Cédric n'aurait jamais pu imaginer que chaque rencontre intime avec les semi-humaines lui rapporterait des points de méchant. Après 300 sessions de recherche approfondie, Cédric débloque avec succès la caserne de niveau 2. Avec de nombreux points de méchant en sa possession, il décide de construire l'ermitage. Cette installation peut invoquer directement des prêtres de combat. En étudiant les statistiques de sa nouvelle unité, Cédric prend une note mentale. Il devra passer plus de temps de qualité avec ses deux compagnes semi-humaines à l'avenir. En même temps, ayant terminé la mission de conquête du test de la Sainte, le système le récompense avec un tour de loterie supplémentaire. Cette fois, il tire un mystérieux éclat de cristal et un œuf mystérieux. En fixant l'éclat bleuoyant dans sa main, Cédric a l'étrange sentiment qu'il a été arraché à quelque chose de beaucoup plus grand. Et effectivement, le collier autour du cou d'Eden émet un craquement sec. L'éclat dans la main de Cédric est un fragment qui en a été arraché. Au même moment, une vague massive de joueurs reçoit une notification de déconnexion forcée. Mise à jour d'urgence du jeu pour enrichir l'expérience des joueurs. 500 nouvelles places de joueurs sont maintenant ouvertes pour rejoindre la faction du domaine de l'Aigle. Nouvelle classe disponible. Bienvenue à bord. De toutes les choses auxquelles Cédric aurait pu s'attendre, celle-ci n'en faisait pas partie. Une session intime avec une semi-humaine, et soudain il a 500 nouvelles recrues. Le mystérieux éclat de cristal qu'il a obtenu est un fragment du noyau divin de Malone. Quiconque le détient obtient le pouvoir de recruter des joueurs. La majeure partie du pouvoir du noyau repose encore sur Eden pour l'instant, mais Cédric est convaincu que s'il continue à accomplir les missions du système de méchants, il collectera jusqu'au dernier éclat. Le lendemain, Cédric rassemble tous les joueurs sur la place et établit les règles du domaine de l'Aigle. La guerre approche. Je renverserai la dynastie corrompue et construirai un nouvel ordre. Chacun d'entre vous, invoqué au domaine de l'Aigle, se tiendra à mes côtés lorsque nous referons ce monde dans le sang. Cédric observe la foule en contrebas, bourdonnante d'excitation, et se sent pleinement satisfait. Puis son ton change. Mais vivre dans le domaine de l'Aigle signifie suivre les règles. Quelqu'un va bientôt vous faire visiter les lieux. Ils vous expliqueront très clairement ce que vous pouvez faire et ce qui vous fera tuer sur le champ. Il assigne également aux joueurs leur mission de monter de niveau. Avec tant de semi-humains ayant récemment emménagé en ville, le chemin le plus rapide pour monter de niveau en ce moment est le bûcheronnage, le minage et la construction. Les mots quittent à peine sa bouche que chaque joueur reçoit une notification de changement de classe. 5 classes sont disponibles, épéiste, chevalier, maître archer, guerrier sacré et avant-garde. Bien plus d'options que ce que propose le camp des Eden. Les joueurs se plongent dans leur mission de montée de niveau avec un enthousiasme débordant. En regardant la foule pleine d'énergie, Cédric laisse un lent sourire se dessiner sur son visage. Vous vous êtes tous portés volontaires pour être mes pions. Ne venez pas vous plaindre à moi quand je vous utiliserai jusqu'à la moelle.